Alors, c'est parti. Ravi d'être avec vous ce soir pour cette presque conf. Donc, le thème, c'est psychologie, mieux en tenir compte pour augmenter l'impact de la fresque du climat et accélérer son déploiement. Et donc, comme question de brise-glace, je vous propose de commencer par indiquer dans le chat combien d'ateliers fresque du climat vous avez animés. Voilà, comme ça, moi, ça me permet aussi de savoir finalement qui est présent, votre niveau un peu, on va dire, d'expérience. Le nombre de fresques, ça ne fait pas tout, mais ça donne déjà une approximation. Hop. N'hésitez pas dans le chat. Waouh, Renaud a explosé tous les records. Ok, donc on a effectivement un peu de tout. Une première fresque comme plus de 200, et puis des multifresqueurs aussi, pas uniquement climat. Monsieur Sapin, la question c'était combien de fresques avez-vous déjà animées? Et j'avais mis un S entre parenthèses parce que potentiellement il n'y en avait qu'une seule, voire pas aussi, c'est possible. Alors, la deuxième petite question que je vous pose, c'est est-ce que vous avez déjà vu l'épisode numéro 1 ou l'épisode numéro 2 que j'ai proposé sur le thème de la meilleure prise en compte de la dimension psychologique, puisque moi, pareil, ça me permet aussi de savoir d'où vous partez sur le sujet, parce que je vais reprendre quelques éléments et je vais essayer de ne pas trop me répéter pour les personnes qui, justement, auraient vu les précédentes. Ok, donc je vois que certains ont vu, d'autres n'ont pas vu. Par rapport à ça, comme élément de contexte, ce que je peux dire, c'est que l'épisode numéro 1, je l'ai enregistré en revenant de la COP en décembre 2021 et que vous pouvez la retrouver soit en flashant ce code. Pareil pour l'épisode 2, donc il est plus récent. Donc ça, c'était en mars 2023, après une mission d'une quarantaine de jours au sein du groupe EDF pour accélérer le déploiement de la fresque du climat. Donc là, pareil, avec ce flashcode, vous pourrez la retrouver. Et puis, vous pouvez aussi les retrouver soit sur mon site internet, ici, en tapant sur Ah, par rapport les trucs, putain, c'est chiant. Procène. Oui, hop. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à garder votre micro éteint. Je vais indiquer un peu plus tard. En fin de webinaire, on aura un temps d'échange. Et donc là, vous pouvez retrouver dans ressources, dans se former, vous pouvez retrouver les deux vidéos dans la section vidéo, l'épisode numéro 1 et l'épisode numéro 2. Et vous pouvez aussi les retrouver sur YouTube en tapant ProSense. Hop, ici. Vous pouvez les retrouver ici. Donc, concernant la dernière petite question brise-glace, c'est quelles sont vos attentes pour ce webinaire? Comme ça, moi, pareil, ça m'aide un peu à savoir un peu avec quoi vous venez ce soir. Pourquoi est-ce que ça a eu du sens pour vous de vous connecter plutôt que de faire autre chose. Et donc, moi, j'essaierai marginalement, parce que j'ai prévu un certain nombre de choses, mais de m'adapter un petit peu à vos attentes. Donc, je vois améliorer l'impact. Donc, ça tombe bien. OK. Donc, Renaud, c'est une attente un peu plus personnelle. Progresser dans l'impact, de bonnes pratiques. Parce que les deux premières confs étaient bien, m'aider à faire évoluer ma prestation. On va dire que vous êtes plutôt dans le thème. En tout cas, j'espère qu'avec ce que je vais vous proposer là, ça va répondre à la plupart de vos attentes. Donc, petite présentation succincte de ma part pour ceux qui n'auraient pas assisté aux deux premiers webinaires. Donc, moi, j'aime bien utiliser le cercle d'or. Donc, pour ceux à qui ça ne parle pas, je le présente un peu dans l'épisode 1. Donc, c'est une manière impactante de se présenter avec l'idée qu'en général, il faut commencer par le pourquoi, puisque le pourquoi, ça vient toucher une partie du cerveau qui met plutôt en mouvement les gens. Donc moi, mon pourquoi, c'est ma raison d'être professionnelle, c'est de contribuer à accélérer la transition écologique et solidaire. Donc ensuite, mon comment, c'est-à-dire ma façon singulière d'y contribuer à ce pourquoi, puisqu'il y a d'autres personnes qui ont le même pourquoi, c'est d'agir sur la dimension humaine et organisationnelle de la transition en augmentant le pouvoir d'agir des minorités agissantes. Donc moi, je les appelle également les pionnières et les pionniers de la transition. Et donc, concrètement, comment est-ce que je fais ça? Mon quoi? J'anime des ateliers d'intelligence collective et des formations, donc notamment la fresque des nouveaux récits que j'ai co-créée avec Alexis Klein, ou la fresque du climat. Moi, je suis notamment ceinture bleue, donc je suis assez engagé sur le projet. Et puis, je suis aussi organisme de formation certifié Calliope. Donc, je pense que ça teinte aussi mon appropriation de la fresque du climat
ma façon de m'approprier un peu cet atelier. Également, je fais des bilans de compétences et des coachings pour des personnes qui voudraient se réaligner professionnellement. Et puis, pour finir, moi, je dis que c'est ma recherche et développement à moi. Vous allez voir, c'est aussi pour ça que je pense que je fais autant évoluer ma fresque du climat ou, on va dire, la fresque des nourricis. Voilà, ça m'a beaucoup aidé. C'est que je me forme un peu tout le temps et notamment, je suis dans un cursus actuellement en psychologie sociale, ce qui, pareil, teinte pas mal, je pense, mes animations. Et donc, moi, je vais vous partager mon intention avec ce webinaire, c'est-à-dire pourquoi, pareil, moi, ça avait du sens pour moi de passer plusieurs heures, voire dizaines d'heures à préparer ce webinaire, comme les précédents. Voilà, je vais commencer par des éléments de contexte pour permettre de bien comprendre cette intention. Le premier élément, moi, c'est voilà, donc assez récemment, on a fêté le million de fresqueurs, de fresqués, pardon. Et donc, vraiment, la question qui se pose un petit peu, c'est quel avenir pour la fresque du climat? Donc là, par exemple, Benoît Marienval parlait de l'objectif de 1 million de fresqueurs d'ici 2026. Donc, on passe d'un objectif de fresquer à un objectif de fresqueur, donc d'anime de l'atelier. Et puis, moi, j'ai cette mission de 40 jours au sein du groupe EDF entre novembre 2022 et février 2023. Pour moi, cette mission-là, c'est un peu comme si là, je revenais d'un retour d'un voyage dans le futur, puisque EDF, ils en sont à 65 000 personnes qui ont fait l'atelier sur 165 000 salariés. Et donc, ce que j'ai pu observer, pour moi, c'est un petit peu l'avenir. C'est-à-dire que globalement, 165 000 personnes, on peut dire que c'est une ville. Et donc, on peut voir que les phénomènes qu'on constate au niveau de la diffusion, du déploiement de la fresque, à mon sens, on va les retrouver plus globalement dans la diffusion de la fresque au niveau national et international. Et donc, moi, par rapport à ça, par rapport à ces deux éléments-là, moi, ma vision, ma conviction, on va dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux chemins qui s'offrent à la fresque du climat. Le premier, donc voilà, je me base pareil sur cette idée, donc je l'ai partagée, je crois, dans l'épisode 1 et 2, c'est que globalement, chez les êtres humains, le changement, c'est jamais par exemple, les 8 milliards de terriens qui changent d'un coup, mais c'est toujours d'abord des petits groupes d'individus, des pionnières et des pionniers, qui amènent une nouvelle manière de faire, de voir les choses, et puis parce qu'ils vont être rejoints par des adopteurs précoces, on va atteindre un point de bascule social, et là, le changement va se produire très rapidement. Et donc, si on fait une analogie avec la diffusion de la fresque du climat, avec, on va dire, le pourcentage de personnes fresquées dans une population, donc une commune, une organisation, un pays, on va dire qu'aujourd'hui, on est dans ce scénario pour moi. On est dans le scénario, globalement, le paradigme, c'est la fresque, c'est un très bon outil pour vulgariser des connaissances complexes. Et donc, c'est notamment voilà, ce que j'ai pu voir dans le cadre de la diffusion au sein du groupe EDF, c'est qu'au départ, on a des pionnières et des pionniers, donc c'est les personnes les plus engagées déjà sur le sujet. Et donc, ces personnes-là, finalement, le fait d'avoir en à peu près 1h15 de juste la partie carte, cette systémie du climat, ses causes et ses conséquences, c'est suffisant pour générer un bouche à oreille positif parce qu'ils se disent finalement en 1h15, j'ai mieux compris ce que j'ai mis plus de 3 ans, 4 ans à comprendre. Et donc, ce bouche à oreille positif permet finalement de continuer à diffuser l'atelier. Mais après, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que globalement, progressivement, on arrive sur des publics qui font tout pour ne pas s'exposer au sujet. Donc, c'est pour ça que là, je parle d'un plafond de verre lié au biais d'exposition sélective. Qu'est-ce que c'est que le biais d'exposition sélective? C'est que globalement, les gens, c'est ce que je dis un petit peu en règle générale, c'est que les gens n'aiment pas se sentir impuissants et avoir l'impression que l'avenir est fermé. Parce que ça, globalement, c'est les ingrédients de la dépression. Et donc, comme on n'est pas fait pour être en dépression, on a des mécanismes de défense, donc des choses inconscientes, qui nous permettent d'éviter de tomber en dépression. Et donc, il y a cette idée que globalement, les pionnières et les pionniers, c'est les personnes qui se sont déjà exposées au sujet, pour diverses raisons. Et donc, ces personnes-là, finalement, elles sont capables de générer un bouche-oreille positif, même dans ce paradigme-là. Par contre, quand on vient toucher, par exemple, de manière obligatoire dans les entreprises, à un moment donné, potentiellement, on vient toucher des publics parce que c'est la politique de l'entreprise. Elle souhaite qu'on diffuse cette fresque. Et là, on commence à toucher des publics qui, normalement, habituellement, font tout pour ne pas s'exposer à ce message-là. Et donc, ce public-là, si en fin d'atelier fresque, on les laisse en situation où ils ont l'impression que c'est foutu et qu'ils sont impuissants, et bien là, quelque part, on vient renforcer ce biais. Et donc, c'est pour ça que, facialement, on a l'impression que la fresque se diffuse, mais ce qu'on a pu constater au sein du groupe EDF, c'est que globalement, elle est de plus en plus lente à se déployer parce qu'il y a même un bouche-oreille négatif qui se met en place. Les gens parlent même de fresque qui est plombante.
Et donc, pour moi, c'est un peu cette question de l'exposition sélective. C'est une manière de comprendre cette citation de Jacques Chirac: notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La plupart des personnes regardent ailleurs parce qu'à chaque fois qu'ils regardent, ils ont l'impression qu'ils ne peuvent rien faire, qu'ils sont trop petits face à l'ampleur des enjeux et que c'est foutu. Et donc, par rapport à ça, voilà, ce serait de se dire que globalement, on n'arriverait pas avec ce paradigme à aller chercher plus loin, ou on irait les chercher quand c'est obligatoire dans les entreprises, mais d'une manière qui ne serait pas très satisfaisante, on va dire pas très transformante, parce que potentiellement renforcerait ce biais. Et donc voilà, ce scénario-là, moi ce que je dis, les conséquences, c'est l'atelier du coup est moins transformant car ça s'adresse surtout à la tête. C'est-à-dire il y a cette idée globalement, si on diffuse la connaissance, les gens vont agir. Deuxième conséquence, c'est ce que je disais, ça peut générer un bouche-à-oreille négatif de la part des personnes non volontaires pour faire l'atelier. Donc c'est là où on entend ces expressions: votre atelier il est plombant. Et puis il y a nécessité du coup d'aller chercher dans d'autres pays les nouveaux pionnières et pionniers pour qui la vulgarisation suffit à générer un nouveau bouche-oreille positif. Là, au niveau des chiffres, on voit que la fresque commence à bien se déployer à l'international. C'est notamment, à mon sens, c'est aussi pour ça. C'est-à-dire qu'on vient chercher des publics qui sont ces fameux pionnières et pionniers pour qui juste cette vulgarisation, juste la partie carte, suffit finalement à générer un bouche-oreille positif. Et donc, moi, j'entrevois un deuxième scénario qui serait celui où en fait, on adopterait un nouveau paradigme, une nouvelle manière, une nouvelle approche, que moi j'ai qualifié de augmentation du pouvoir d'agir et espérance en mouvement, du titre d'un livre de l'éco-psychologue Joanna Macy, l'espérance en mouvement. Et là, pour moi, si on arrive en fin d'atelier à ce que les participantes et participants se disent: j'ai du pouvoir d'agir et c'est pas foutu, pour moi, là, pour le coup, on n'a plus potentiellement de plafond de verre, puisqu'on peut justement, pour le coup, maintenir un bouche-à-oreille positif qui permet au fur et à mesure d'aller chercher, bien sûr, plus on va aller chercher des publics lointains, plus il faudra des animes expérimentés, capables finalement de s'adapter à des personnes qui potentiellement sont en conflit d'intérêts, potentiellement psychologiques, c'est-à-dire qu'ils ont fondé leur vie dans un monde où ça n'existe pas, ou j'ai envie de dire financier, et donc forcément, plus on va chercher des publics lointains, plus il faudra des animes expérimentés. Et ça, c'est une autre leçon du déploiement au sein du groupe EDF, c'est qu'au début du déploiement, on avait les animes les plus expérimentés, enfin en tout cas les plus à fond. Et maintenant, en fait, on se retrouve avec des animes pas très expérimentés qui vont chercher des publics qui font tout pour ne pas s'exposer à ce sujet. Et c'est pour ça qu'on a constaté, en termes de durée pendant laquelle les animatrices et animateurs animent, vraiment une diminution très forte. Au début du projet, c'était pendant 50 semaines en moyenne, la durée entre la première et la dernière fresque. Maintenant, voilà, de souvenirs, on atteignait parfois 2 semaines. Donc, ça veut dire globalement, à mon sens, quelqu'un fait une fresque, il a ce retour, ce feedback des participants que c'est plombant. Et du coup, c'est rare les personnes qui aiment plomber les gens. Et du coup, ça peut justement produire le fait que les gens s'arrêtent. Et donc, dans ce scénario, que moi j'ai appelé nouveau paradigme, augmentation du pouvoir d'agir et espérance en mouvement, les manières de le faire pour moi, pour diffuser ce nouveau paradigme, c'est finalement avoir une conscience partagée. Donc ça, le swarm, c'est quelque chose que j'évoque dans l'épisode 2. Du fait que l'atelier, voilà, il y a une conscience partagée du fait que l'atelier Fresque de climat est d'abord et avant tout une expérience humaine et relationnelle, avant d'être un transfert juste de connaissances scientifiques. L'autre moyen, c'est d'animer les ateliers fresques en s'appuyant sur les approches éprouvées universellement. Donc là, j'en évoque deux: le travail qui relie de Joanna Macy ou l'approche holistique Ted Corker. Donc j'en ai parlé dans l'épisode 2, mais je vais quand même y revenir un peu là. Donc moi, je dis autrement dit, comme la fresque a vocation à se déployer partout, c'est important de s'appuyer sur des approches qui ont fait leur preuve de manière transculturelle. Et donc voilà, je dis c'est finalement une manière de s'appuyer sur les épaules de géants. Et donc, dans ce nouveau scénario, pour moi, les conséquences, si on arrive finalement à le déployer, ce nouveau paradigme, les ateliers seront alors plus transformants, car ils s'adresseront à l'ensemble de la personne humaine, pas uniquement à la tête. Ils contribueront à générer un bouche-oreille positif chez toute la population, car peu d'expériences aujourd'hui permettent de cultiver chez les gens une attitude d'optimiste actif. C'est-à-dire qu'il y a des expériences qui permettent de cultiver un optimisme, mais un optimisme passif, c'est-à-dire des personnes qui se disent « Ok, c'est en train d'être géré », par exemple par la technologie, donc j'ai rien à faire. Il y a des expériences qui arrivent à générer, on va dire, un pessimisme passif,
en se disant c'est foutu, au fait j'ai bien compris, on m'a dit que c'était très très grave, mais en fait j'ai vraiment l'impression que c'est foutu, du coup je ne fais rien. Mais je trouve qu'il y a assez peu d'expérience, ça fait quelques temps maintenant que je suis dans le domaine, qui arrivent à cultiver voilà, concilier à la fois de l'optimisme, mais surtout de l'action aussi. Donc une action lucide avec les ordres de grandeur, les enjeux, mais voilà. Puisque cette attitude, finalement, c'est la seule à mettre en place une boucle de rétroaction positive, en mode plus j'agis, plus je suis optimiste, et plus je suis optimiste, plus j'agis, donc qui contribue à accélérer finalement l'alignement de notre système avec ces enjeux, limites planétaires. Et donc, l'autre idée aussi, c'est que ça va faciliter la diffusion à l'international de la fresque en s'appuyant justement sur ces ingrédients efficaces universellement, que j'ai évoqués tout à l'heure. Avec, en plus, que je n'ai pas évoqué, c'est la vulgarisation de rapport du GIEC. Ça, c'est vraiment le cœur de la fresque. C'était ça qu'il y avait à l'origine. Et c'est hyper important voilà, d'avoir en tête que ça aussi, c'est très puissant. Mais si ce n'est pas accompagné par finalement les autres éléments, à mon sens, voilà, on ne pourra pas déployer l'atelier aussi largement que souhaité. Donc, mon intention avec ce webinaire, j'y reviens, après ces éléments d'introduction. Voilà, moi j'ai conscience, c'est marrant parce que j'ai vu ce post hier, donc c'est Mathieu Dardaillon de Ticket for Change qui synthétisait un article de Donella Meadows sur les 12 leviers du changement. Et il disait « Les sociétés résistent aux remises en question de leur paradigme plus durement qu'à quoi que ce soit d'autre. » Donc pareil, si vous la retrouvez, vous pouvez la voir ici. Et là, moi, je vous montre ici où en fait, globalement, ici, voilà, on retrouve le passage où il dit à la fois plus un levier est haut, plus le système va résister, et les sociétés résistent le plus à la remise en question de leur paradigme. Voilà, c'est un article aussi que je trouve intéressant si vous voulez aller regarder après le webinaire. Et donc voilà, moi j'ai conscience que finalement ce deuxième scénario nouveau paradigme est donc semé d'embûches, puisque finalement le statu quo c'est quand même plutôt le premier paradigme. Mais du coup, pour moi, ça a du sens de vouloir contribuer à mon modeste niveau à ce changement de paradigme. Et comment je vais vous partager ma façon d'animer, justement, qui s'appuie notamment sur le travail qui relie et sur cette approche holistique. Et donc, parce que ma conviction, finalement, c'est que ce nouveau paradigme, c'est important qu'il nourrisse la sagesse de la communauté. Donc, c'est ce que j'appelais tout à l'heure le swarm, pour contribuer à la raison de la fresque du climat qui est, pour mémoire, accélérer la compréhension des enjeux climatiques au niveau mondial pour contribuer à déclencher au plus tôt les bascules nécessaires à la préservation du vivant. Donc moi, j'ai vraiment la conviction que c'est hyper important voilà, de contribuer à ça. Donc, je précise en termes de fonctionnement, plusieurs fois, je vous proposerai de répondre dans le chat. Et donc, il y aura ce petit logo quand je vous proposerai de le faire. Je n'ai pas pu faire des sondages comme pour mon précédent webinaire, puisque là, ce n'était pas mon Zoom. Et du coup, je n'avais pas la possibilité de créer les sondages en amont. Et je précise, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y aura un temps d'échange prévu à la fin du webinaire. Et je précise aussi, voilà, je l'avais annoncé dans un post LinkedIn, qu'il y aura des cadeaux surprises à la fin du webinaire. Donc, voilà. Donc, avant de vous partager ma manière d'animer, je vais vous exposer d'abord les 4 principes directeurs de mon atelier. Donc, pour moi, c'est les 4 choses qui permettent de mieux comprendre la façon dont je me suis approprié l'atelier pour augmenter son impact. Le principe directeur numéro 1, j'aime bien poser cette question pour vous le faire deviner. Selon vous, c'est quoi la différence entre un animateur novice et un animateur expérimenté en matière de fresque du climat? Je vous laisse écrire dans le chat si vous avez des idées. À votre avis, est-ce que c'est par exemple sa capacité à expliquer la poussée d'Archimède? Est-ce que c'est sa capacité à expliquer le fait de s'adapter à son public, sa qualité de facilitation, le temps de parole, capacité à poser les bonnes questions, l'intention, la qualité de l'animation, se concentrer sur l'explication des cartes, l'écoute. Plus on est expérimenté, moins on parle. Alliance avec le public, capacité à engager les personnes dans l'action. Donc là, moi, ce que je mets derrière ça, mais je rejoins globalement aussi ce que vous avez partagé, moi, c'est vraiment l'intention. Ça, pareil, je l'ai partagé, je crois, dans l'épisode numéro 1. C'est cette idée que celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. Et donc, moi, j'ai constaté que globalement, quand on commence à animer l'atelier, on a tendance à penser que si on déroule mécaniquement les différentes séquences de l'atelier, l'impact va se produire. Mais en fait, plus on anime, plus on se rend compte qu'on a encore plus d'impact
si on prend conscience de quelle est mon intention, que je me la rends visible et du coup, après, je suis capable de poser des actions conscientes et inconscientes pour servir cette intention. Et donc, moi, je vous partage globalement mon intention quand j'anime un atelier fresque du climat. Donc, je précise, là, c'est mes intentions qui sont plutôt quand j'anime pour des publics, on va dire, de dirigeants, donc des personnes où, a priori, il y a peu de chances qu'ils prennent du temps pour se former à l'animation. Parce que si c'était le cas, pour le coup, voilà, je parlais des 4 facteurs de viralité de la fresque, donc les 4 facteurs sur lesquels jouer pour accélérer le déploiement de la fresque. Pour le coup, donc ça, c'est le facteur numéro 1, c'est combien de vocations on suscite quand on anime une fresque. Bah là, pour le coup, je le mettrai dans mes intentions, mais là, vous ne la trouverez pas ici, parce que c'est plutôt pour des publics, on va dire, de dirigeants. Pour moi, la première, c'est d'essayer de créer une rupture biographique chez les gens. C'est cette idée qu'il y a un avant, un après. Et pour créer cette rupture biographique, il y a des ingrédients à réunir, et notamment les plus importants que j'ai mentionnés tout à l'heure, c'est qu'en fin d'atelier, les personnes se disent « j'ai du pouvoir d'agir et c'est pas foutu ». Et donc ça, pareil, si vous voulez creuser ça, dans l'épisode 2, j'ai parlé d'un certain nombre d'études en psychologie sociale qui creusent cette question de la rupture biographique via son atelier. La deuxième idée, c'est que moi, je vois vraiment ma fresque comme potentiellement le début ou on va dire l'accélération d'une dynamique d'action potentiellement croissante face à l'urgence écologique. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a aucune fresque inutile. Toutes les fresques qu'on fait, potentiellement, c'est un peu comme un coaching. L'idée d'un coaching, c'est de prendre quelqu'un là où il est et c'est d'accélérer un processus déjà en cours. Et bien là, c'est pareil pour moi. Personne, finalement, n'est déjà arrivé, entre guillemets, dans le monde d'après. Et du coup, toutes les fresques peuvent permettre à quelqu'un d'avancer. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un avance, il aide autour de lui à avancer sur ces enjeux systémiques. Et la troisième idée, c'est de contribuer au changement de représentation sociale quant à la nécessaire transition. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc ça, c'est un concept de psychologie sociale. C'est que sur des sujets, en général, il y a une espèce de conscience, on va dire, collective, une représentation mentale collective sur un sujet. Et donc là, moi, j'ai la conviction que sur ce qu'on doit faire collectivement, donc cette transition, certains l'appellent une bifurcation, d'autres une redirection, etc. Pour la plupart des gens, c'est ce qu'on appelle une grande privation. Et comme il y a un biais cognitif qui est qu'on n'aime pas, il y a un biais d'aversion à la perte, on n'aime pas perdre, moi j'ai la conviction que tant qu'on aura cette représentation sociale-là, la transition sera beaucoup trop lente. Et donc moi je cherche à travers mon atelier à changer la représentation mentale sur ce sujet des participants. Et donc, comme la représentation sociale, c'est la somme finalement de ces représentations mentales, c'est de contribuer à un changement de représentation sociale, donc collective sur ces enjeux. Donc là, je parlais de partage de pépites. Vous allez mieux comprendre dans un instant pourquoi je parle ici du partage des pépites. Le principe numéro 2, pareil, pour vous poser la question, le faire deviner, c'est pour vous, c'est quoi l'élément central de l'impact d'un atelier de sensibilisation? Qu'est-ce qui fait qu'à la fin de votre atelier, vous aurez l'impression que c'était un bon atelier et que du coup, vous avez eu un bon impact? Je vous laisse l'écrire dans le chat si vous avez des idées. Alors, capacité à… Alors, les gens ressortent avec le sourire, l'état d'esprit des participants, une expérience positive du groupe, connexion au public, envie de passer à l'action. Les participants s'engagent sur des actions, ils veulent encore en parler, que les personnes repartent avec l'envie d'agir, avec le sentiment qu'elles peuvent agir. Ouais, moi je partage globalement, mais là, moi, ce que je mets ici, là, mon deuxième principe directeur, c'est, Thierry l'évoquait tout à l'heure, c'est la question de l'alliance. Donc, la qualité de l'alliance créée avec son groupe, à mon sens, elle conditionne la profondeur de la transformation des participants. C'est-à-dire qu'en psychologie, on dit que la formation, ça sert à transformer les gens. Et moi, mon objectif, c'est-à-dire que moi, j'ai la conviction que sur ces enjeux, c'est très ambitieux, mais à un moment donné, c'est de changer des rapports au monde des gens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de secteur par secteur, d'aller chercher une solution par secteur. Voilà, c'est important d'aller à la racine, et la racine, c'est un rapport au monde. Et du coup, voilà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais parfois, surtout quand on est néo-animateur, pour ces premiers ateliers, on a tendance à beaucoup, à la fin de l'atelier, échanger avec les autres animes et en disant ah là, j'ai eu de la chance, j'ai eu un bon groupe. Là, j'ai pas eu de chance, j'ai pas eu un bon groupe. Autrement dit, là, j'ai pas réussi à créer une alliance ou là, j'ai réussi à créer une alliance. Et ce qui est sous-entendu là-dedans, c'est que j'avais pas la main dessus.
Ça dépendait vraiment des gens que j'avais en face de moi. Et en fait, plus on anime, plus on a l'impression qu'on a des bons groupes. Et c'est notamment parce que plus on est capable de créer un cadre qui permet finalement d'aller créer ce lien fort avec ses participants. Et donc, moi, j'ai la conviction que voilà, cette alliance, où est-ce que j'ai tiré cette conviction? C'est que dans le cadre de mes études en psychologie, on nous dit que globalement, il y a plusieurs approches en psychothérapie. Par exemple, il y a la psychanalyse, il y a la thérapie cognitivo-comportementale, l'approche systémique, voilà, il y en a un certain nombre. Et on nous dit que globalement, selon les pathologies, par exemple, si j'ai un TOC ou si j'ai une dépression, il y aura une approche qui va être plus efficace que l'autre. Mais ce qu'on nous dit, c'est que quoi qu'il arrive, si la personne qui accompagne n'est pas capable de créer une alliance avec la personne qui est accompagnée, de toute façon, il ne se passera rien. Donc, la question de l'alliance, elle est centrale. Et donc, à mon avis, c'est pareil pour un atelier de sensibilisation. Sauf que l'alliance, au lieu d'être 2 personnes, là, c'est un anime avec un groupe entier. Et donc, par rapport à ça, en fait, ce que je trouve intéressant à partager, c'est, j'ai appris dans mes cours que pour cultiver cette alliance, il y a 3 choses à vraiment être attentif. C'est le premier, c'est d'avoir un regard positif inconditionnel. Donc, c'est quand on a quelqu'un, par exemple, dans son atelier qui dit une grosse bêtise, et ben, c'est de garder un regard positif inconditionnel. Parce que sans ça, si finalement, par notre verbal, non-verbal, on lui fait ressentir qu'il a dit une grosse bêtise, potentiellement, cette fameuse alliance, en fait, elle peut être abîmée, voire rompue. Et à partir du moment où elle est rompue, de toute façon, il ne se passe plus rien. La personne peut même commencer à saboter votre atelier. Et finalement, ce qui facilite ce regard positif inconditionnel, c'est la capacité à faire preuve d'empathie. Là, l'empathie ici, c'est on renvoie au fait d'être capable de se mettre à la place de l'autre. Donc, de comprendre pourquoi cette personne, finalement, elle a été capable de dire cette grosse bêtise-là. Et le troisième ingrédient, c'est être congruent. La congruence, c'est quoi? C'est quand ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais sont alignés. Typiquement, voilà, dans l'épisode numéro 2, je parle des 4 facteurs de viralité avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier, c'est à chaque animation que je fais, combien de vocations potentielles je suscite. Et typiquement, moi, ce que je dis, une manière de contribuer à augmenter ce nombre-là, c'est en conclusion de l'atelier, on peut partager à quel point la fresque du climat a contribué à changer sa vie. Mais on peut le faire que si c'est vrai. Parce que si on commence à le dire alors que ce n'est pas vrai, on ne va pas être congruent. Les gens en face vont le ressentir dans notre non-verbal. Et du coup, en fait, ça va rompre l'alliance. La personne en face va dire, en fait, elle est en train de me manipuler. Ce n'est pas du tout vrai, etc. Donc voilà, cette question de la congruence, c'est finalement une clé pour cultiver cette alliance, ce lien fort. Donc, autrement dit, il est important de développer avec son groupe un rapport, moi je dis, non pas de compétition, où par exemple, vous avez quelqu'un qui va commencer à essayer de vous tacler sur un sujet, par exemple un climato-sceptique, et vous, au lieu d'essayer de rentrer dans un rapport de compétition, où finalement vous allez essayer de le dominer par vos connaissances, l'idée c'est plutôt d'essayer de développer un rapport de coopération, où vous allez essayer de le rejoindre en fait, pourquoi je dis ça? C'est que si vous rentrez dans un rapport de compétition, potentiellement, vous allez rompre le lien avec lui, mais potentiellement aussi avec le reste du groupe qui n'appréciera pas la manière que vous avez eu de gérer finalement ce cas-là. Et donc, voilà, l'idée, c'est que plus on est dans un rapport de coopération, plus on est capable de créer une alliance forte. Et un exemple d'astuce pour favoriser cette alliance, moi, c'est une petite pratique, c'est j'essaie toujours de retenir le prénom des participants. Parce que j'ai remarqué qu'en retenant le prénom des participants, je passais d'une relation anonyme d'un animateur avec des participants à finalement 2 êtres humains qui interagissent. Et en plus de ça, je sais que comme le prénom, c'est le premier mot qu'on a entendu dans notre vie, on a tous un rapport a priori particulier à ce mot-là. Et donc, c'est une manière finalement assez facile. Enfin, je dis ça, ça demande un peu de travail de mémoire, mais toujours pareil, avec l'exercice, ça vient. Voilà, de cultiver cette alliance. Le principe numéro 3, à votre avis, pourquoi est-il intéressant d'avoir un atelier riche et diversifié? Je précise, à la joie des questions, je vous propose que j'y répondrai à la fin du webinaire, parce que là, je ne vais pas réussir à tout gérer en même temps. Mais ah ouais, à votre avis, pourquoi il est intéressant? Alors, pour que l'intérêt ne retombe pas, connecter avec différents types de personnes qui réfléchissent différemment, faire comprendre que le problème est global, toucher toutes les sensibilités, pour tenir son auditoire, surtout que c'est complexe, pour garder le public intéressé. C'est tout à fait ça. Moi, c'est vraiment ça. Et donc, quelque part, c'est un peu pour ça que je tiens autant à l'approche tête-corps-cœur,
C'est parce que finalement, en fait, on a des publics très différents en face de nous. On a des personnes qui appréhendent le monde plutôt avec leur tête, d'autres plutôt avec leur cœur et d'autres plutôt avec leur corps, entre guillemets. Et donc, là, je donne un exemple. L'approche Janco, que j'ai aussi appelée l'approche 1G, elle marche très bien avec les personnes qui appréhendent le monde préférentiellement avec leur tête. Et donc, c'est d'ailleurs pas pour rien, à mon sens, typiquement même que la fresque, moi j'ai l'intuition que Cédric, il est plutôt approche tête. Et du coup, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est aussi important, je pense, en ayant conscience de ça, de se méfier de soi-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est Albert Moukébir qui dit qu'on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si soi-même, en fait, ce qui nous a fait prendre conscience, mettre en mouvement sur ces sujets, c'est la compréhension des connaissances scientifiques, on va partir du principe que ça va être la même chose pour tout le monde. Et du coup, dans son atelier, on va avoir une approche, entre guillemets, monoprofil, ou en tout cas très centrée tête, très centrée connaissances scientifiques. Et donc, moi, voilà, j'ai la conviction, en tout cas dans les premiers ateliers, que souvent, la façon dont la personne anime dit beaucoup de son approche à elle. Et donc, voilà ce que je pouvais dire sur ça. Et donc, le principe numéro 4, à votre avis, quelle dynamique énergétique / émotionnelle un atelier doit suivre pour augmenter son impact? Et donc là, je vous dis, il y a 3 temps globalement dans l'atelier. Il y a le début d'atelier, le milieu d'atelier et la fin d'atelier. Donc, je vous laisse pareil le dire dans le chat. Donc là, je précise, ouais. À votre avis, en termes de dynamique, donc plus, puis moins, puis plus pour Thierry. En U, ouais, actif, calme, actif, et petit calme pour se dire au revoir. Ouais. Alors moi, c'est effectivement un peu il y a 2 choses. C'est donc le travail chiralique, où on parle aussi de la théorie U d'Otto-Scharmer. Moi, effectivement, je conçois vraiment mon atelier fraise du climat avec les lunettes travail qui relie. Donc, les 4 étapes. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, Joanna Macy, c'est une éco-psychologue qui est notamment l'auteur d'un livre qui s'appelle L'espérance en mouvement. Et voilà, j'en parle un peu plus dans l'épisode 2, donc je ne vais pas y revenir ici. Mais globalement, ces sessions travail qui relie, elles ont 4 temps. Le premier, il vise à s'ancrer dans la gratitude. Le deuxième, il vise à honorer ses souffrances pour le monde. Le troisième, à changer de regard. Et le dernier, à aller de l'avant. Et donc, globalement, il y a cette idée que pour être capable de se transformer, il est important de se confronter à ses émotions à valence négative et, entre guillemets, de les composter. Et que plus on va s'être confronté à des émotions potentiellement négatives, et ben plus il y aura un potentiel de transformation qui sera important. Et donc, finalement, si on applique ces 4 étapes à la fresque du climat, voilà, si on les met comme ça, moi, je considère globalement mon début d'atelier avec ma première question de brise-glace, c'est globalement aider les participants à s'ancrer dans la gratitude. Ensuite, globalement, pour moi, la partie carte, elle sert à passer de la tête au cœur. Et à la fin de la partie carte, globalement, c'est là où on est au plus bas de l'atelier. Et donc, à partir de ce moment-là, tout l'objectif, finalement, c'est via notamment un changement de regard, de pouvoir en fait à la fin aller de l'avant et donc être même potentiellement, l'idée c'est d'être plus haut sur ce sujet qu'on l'était au début. Donc on verra un peu après. Moi j'appelle finalement cette dernière partie de l'atelier voyage dans le monde d'après. Vous comprendrez un peu mieux pourquoi après. Donc finalement quand on couple les deux, là moi ma dynamique d'atelier ça ressemble à ça. Donc on a la dynamique énergétique avec à chaque fois finalement des briques tête, des briques cœur, des briques corps. Voilà, c'est un peu schématique parce qu'il y a certaines briques, elles jouent sur plusieurs registres. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer que finalement, voilà, moi, ça me tient vraiment, moi, c'est important d'avoir cette diversité pour pouvoir toucher plein de publics différents. Donc là, ce que je vous propose maintenant, c'est que je vais revenir finalement, moi, sur les différentes parties de mon atelier. Donc finalement, comment j'anime l'accueil, comment j'anime l'introduction, comment j'anime la partie 1 diagnostic, comment j'anime la partie 2 créativité et ancrage, comment j'anime la transition de la partie 1 vers la partie 2, comment j'anime la partie 3, donc moi je l'appelle voyage dans le monde d'après, à la place on va dire de débrief pour faire simple. Pareil, débrief, je trouve que ça parle vraiment à la tête.
Voyage dans le monde d'après, je vous dirai un peu après pourquoi ça a du sens pour moi de l'appeler comme ça. Et après, conclusion. Donc, je vais revenir sur chacune de ces étapes. Et c'est pas fait exprès, mais je vois que ça ressemble à un sapin. Bref. Du coup, pour chacune des séquences, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais éclairer mon intention à chaque fois. C'est-à-dire, c'est pas pour rien que après avoir animé plein de fresques, m'être posé plein de questions, j'en suis venu à là. Et encore aujourd'hui, j'essaie régulièrement, enfin, je me force pas, mais c'est à force d'animer, moi, je l'améliore toujours à la marge maintenant, parce que je constate avec ce que j'apprends par ailleurs que voilà, c'est des manières d'augmenter l'impact de mon atelier. Donc, je vous partagerai mon intention à chaque fois. Et de temps en temps, je vous partagerai la façon dont je l'anime. Donc ça, je ne vous garantis pas de le faire extrêmement souvent parce que ça demanderait beaucoup de temps, mais j'essaierai de le faire en fonction du temps. Donc là, je vais commencer par l'accueil. Moi, l'accueil, je commence toujours par me présenter personnellement. Et mon intention ici, c'est vraiment de mettre l'accent sur ce qui me relie au groupe en face, que j'ai en face de moi. Donc en psychologie, on parle de deux concepts, la notion d'endogroupe et d'exogroupe. C'est cette idée qu'en fait, les êtres humains, on est des animaux grégaires, des animaux de groupe qui évoluent en groupe. Et globalement, si quand j'anime un atelier, les personnes que j'ai en face de moi, par exemple en entreprise, elles pensent que je ne suis pas de leur groupe, et ben finalement, pareil, ça va être plus compliqué de créer l'alliance. Et donc, c'est pour ça, typiquement, quand j'anime pour des hauts dirigeants, ben, j'ai toujours tendance à me présenter en parlant à la fois de mes diplômes, donc j'ai étudié à Sciences Po, à l'ESSEC et en école d'avocat, et finalement mes expériences dans des grands groupes, chez AXA Investment Managers et chez EDF. Pour moi, c'est une manière de leur dire, en fait, je suis comme vous, parce que voilà, même potentiellement, les personnes en face de moi, elles ont pu avoir un préjugé qui était que ben, presque du climat, peut-être que la personne en face de moi, ça va être quelqu'un qui va manger des graines, va avoir des dreadlocks. Enfin, voilà, j'exagère un peu, mais globalement, si j'avais correspondu à ce préjugé, il m'aurait mis dans la case exogroupe, et là, ça aurait été beaucoup plus difficile pour moi de créer l'alliance. Et donc, par rapport à ça, voilà, je n'ai pas beaucoup plus de choses à dire. Le deuxième élément de mon accueil, c'est le brise-glace. Donc, moi, je pose toujours 4 questions. Et du coup, mon intention de ma première question, c'est finalement de s'ancrer dans la gratitude. Donc, c'est quoi cette question? Moi, je demande toujours aux participants, est-ce que vous pouvez partager votre dernier bon moment? Et ce que je fais toujours, moi, c'est que je commence toujours par partager le mien. Le fait que je commence par le partager, c'est aussi une manière finalement d'éviter, parce qu'il suffit que vous ayez une première personne qui va partager, c'est le Grand Prix de Formule 1 à Monaco, pour qu'il y ait une espèce de surenchère sur ça. Alors que si finalement vous commencez sur un truc typiquement, on va dire, aligné avec la plus grande étude sur le bonheur, j'y reviendrai un peu après, et ben voilà, les gens vont se sentir, c'est OK de pouvoir partager comme ça, sans rentrer dans une surenchère. À ce niveau-là. Et donc là, c'est une manière finalement aussi de casser un préjugé. Eux, en commençant un atelier fresque du climat, il y a le mot climat dedans, donc peut-être qu'ils venaient avec un préjugé, ça va être hyper anxiogène, ça va être, etc. Surtout s'ils n'ont pas voulu venir là. C'est-à-dire que c'était obligatoire d'un point de vue professionnel, c'est leur employeur qui leur a demandé de le faire. Donc, une fois que ça c'est fait, moi, la question 2 et la question 3 que je pose, elles visent à mieux connaître mon groupe pour mieux cultiver l'alliance. Donc là, les deux questions que j'aime bien poser, la première, c'est quel est votre niveau de connaissance sur les causes et conséquences du dérèglement climatique? De 1, vous ne savez pas ce que c'est qu'un gaz à effet de serre. À 5, vous pourriez travailler pour le GIEC. Donc ça, outre le fait que c'est une manière aussi de détendre l'atmosphère avec c'est aussi pour moi à la fois de préciser ce que c'est que le GIEC, mais aussi de savoir d'où ils partent. Parce que voilà, c'est subjectif, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir accès à leur subjectivité. Et donc, la question 3 que j'aime bien poser, c'est qu'est-ce que vous considérez sur une échelle pareille de 1 à 5, de 1, de quelle mesure vous êtes engagé à lutter contre les causes et conséquences du dérèglement climatique? De 1, vous considérez que vous n'avez rien commencé à faire. À 5, vous consacrez beaucoup de temps, tant sur le plan personnel que professionnel, à lutter contre les causes et conséquences du dérèglement climatique. Et donc ça, pareil, moi, ce que je veux, c'est avoir accès à leur subjectivité. Donc là, si je vois qu'il y a quelqu'un qui a 1, potentiellement, je me dis, ouais, voilà, on est sur un atelier obligatoire, peut-être qu'elle est climato-sceptique ou climato-je m'en foutiste. Et moi, c'est important que je le sache le plus tôt possible pour être capable finalement de mieux anticiper, d'être plus intelligent dans ma manière d'interagir pour cultiver cette alliance.
Et puis, la dernière question que j'aime bien poser, c'est est-ce que quelqu'un a déjà participé à la fresque du climat? Parce qu'il y en a de plus en plus qui l'ont déjà faite quand on les fait en entreprise. Et ça, c'est une manière de, voilà, je dis, si tu l'as déjà fait, ce que je te propose, c'est au moins pour le lot 1, c'est de ne pas trop intervenir. Pourquoi? C'est que sans ça, ils ne vont pas tomber dans le piège de la fonte de la banquise. Et du coup, ça va nuire à mon intention du lot 1. Voilà pour la partie accueil. Maintenant, si je vais sur la partie introduction. Dans la partie introduction, ce que je fais toujours, c'est que je commence par annoncer le programme. Mon intention à travers l'annonce du programme, c'est notamment de préparer la phase difficile de la fin de la partie 1 pour garder une qualité d'attention tout au long de l'atelier. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que l'attention d'un être humain, elle se situe entre un plancher et un plafond. Si on est trop proche du plancher, il ne se passe rien parce que la personne est à peine attentive. Si on dépasse le plafond potentiellement parce que c'est trop anxiogène, là, en fait, on n'a plus du tout l'attention parce que la personne, c'est là où elle va faire de l'humour, elle va faire des blagues pour se protéger, elle va peut-être sortir son portable, elle va partir en pensée. Et donc, pour moi, c'est hyper important qu'elle reste le plus proche possible de ce plafond pour la transformer, mais qu'elle ne le franchisse pas. Sans ça, il ne se passe plus rien. Et donc, par rapport à ça, moi, et là, à partir de maintenant, je vais alterner avec mes slides de ma trame type. Donc, globalement, j'ai toujours ici le petit logo de l'endroit où je le fais. Donc là, j'annonce diagnostic, première partie de l'atelier, cause-conséquence. Il faut d'abord comprendre avant de vouloir agir intelligemment. Ensuite, on a une phase de créativité, ancrage des idées clés. Et enfin, on aura la partie voyage dans le monde d'après, où on va enchaîner les petites expériences, discussions, acquisition des ordres de grandeur, production de ses propres solutions. Et je leur dis toujours, et ça, c'est ma partie préférée. Comme ça, c'est vraiment une manière de leur éclairer la lumière au bout du tunnel, quand dès le lot 4, et puis encore pire lors du lot 5, finalement, ils sont vraiment au plus bas. Voilà, je leur ai déjà annoncé ici qu'il y avait une lumière au bout du tunnel. Et du coup, par rapport à le deuxième élément de mon introduction, je partage toujours des chiffres et des exemples de pairs. Là, l'intention, c'est quoi? C'est de cultiver un engagement fort. Parce que c'est ce que je disais par rapport à mon plancher et mon plafond. Moi, je veux qu'il soit le plus proche possible du plafond. Et donc, le fait de leur dire, en fait, il y a plus d'1 million de personnes qui ont participé à l'atelier auquel vous participez, plus de 600 personnes qui l'ont adopté, ça a été fait dans plus de 50 pays, il y a plus de 40 000 personnes qui animent, etc. Plus montrer ces exemples de pairs, donc des entreprises qui ont commencé à déployer massivement et d'autres qui ont commencé la démarche. Ça, finalement, c'est vraiment une manière qui se disent « Ah, ok, donc je suis en train de vivre une expérience qui est singulière. Ce n'est pas une petite formation comme j'ai vécu jusqu'à présent sur tel ou tel sujet. Là, vraiment, c'est quelque chose d'hyper important. En tout cas, moi, c'est vraiment ça que j'essaie de cultiver. Et on sait que les exemples de pairs, les gros chiffres, en général, ça contribue à ça. Et le troisième temps, c'est toujours de rappeler les règles d'intelligence collective, enfin les rappeler. Pour certains, ils les découvrent. Donc, je demande toujours, est-ce que vous avez l'habitude de faire des ateliers d'intelligence collective? Souvent, ils disent non. Et quand ils disent non, du coup, je leur dis, ça, c'est des règles que je vous propose qui permettent finalement que ça marche au mieux. Et donc, je les énonce. Et donc là, mon intention, c'est de construire un cadre fertile pour l'ensemble de l'atelier. Et donc, par rapport à ça, généralement, moi, je les adapte en fonction du public. Mais globalement, j'ai toujours ces 5-là, sachant que je prononce toujours une phrase pour expliciter ce que je mets derrière. Typiquement, écouter avec attention. Je dis, c'est l'idée que quand quelqu'un parle, j'essaye d'être vraiment présent à ce qu'il dit et pas en train de réfléchir à ce que je voudrais dire ou, voire pire, sortir mon portable. Donc ça, c'est une manière de dire, moi, j'ai jamais interdit aux gens de voir leur portable, mais finalement, en glissant ça ici, plus en essayant vraiment d'avoir en leur montrant à quel point ils sont en train de vivre une expérience singulière. Moi, mon intention, c'est de les faire rentrer vraiment dans un vortex où ils ne vont pas voir le temps passer. Je n'ai jamais eu besoin de faire de quoi que ce soit de rappel sur les portables. Et donc, voilà, c'est parce que les mots sont des fenêtres, donc on ne met pas tous la même chose derrière les mots. Finalement, en explicitant en 1 ou 2 phrases, ça permet d'être sûr qu'on se soit bien mis d'accord sur la même chose. Et une fois que j'ai tout énoncé, je leur dis, est-ce que vous êtes OK avec ça? En fait, je demande leur consentement. Parce que si j'obtiens leur consentement, je sais que derrière, en fait, ils vont, en plus de ça, s'autoréguler. Et j'aurai du coup beaucoup moins à intervenir sur le cadre. Donc, voilà pour les règles d'intelligence collective. Ensuite, sur la partie 1,
le diagnostic. Donc là, moi, je ne vais pas revenir sur grand-chose, si ce n'est le lot 1 et le lot 5. Moi, le lot 1, mon intention, c'est vraiment qu'à la fin de ce lot, les participantes doivent avoir compris qu'elles prennent part à une expérience d'une importance existentielle. Vraiment qu'elles comprennent que là, on est en train de parler d'un sujet qui nécessite une transformation sociétale profonde. Et moi, c'est vraiment, je constate à la fin de mes lots 1 à quel point les gens sont vraiment à fond. Et donc, qu'est-ce que je fais pour ça? Globalement, hop, quand on en est là, donc c'est assez classique d'abord, c'est dans les bonnes pratiques. Je leur demande à votre avis pourquoi effet de serre additionnel. Donc là, en général, ils trouvent. Donc, je demande à quelqu'un de lire à haute voix la carte finalement. Une fois qu'il a lu, pour ancrer, je leur redis, effectivement, là, ce qui vient d'être lu, on apprend que s'il n'y avait pas d'effet de serre naturel, il ferait moins 18 degrés en moyenne à la surface de la Terre. La Terre serait une boule de glace. Du fait de l'effet de serre naturel, il fait 15 degrés. Et donc là, je leur dis, petite question complémentaire, est-ce que vous savez combien il y avait de degrés en moins en moyenne à la surface de la Terre lors de la dernière ère glaciaire? Donc, j'essaie d'abord comme ça pour savoir intuitivement s'ils ont des idées. Après, je leur propose ça. Et là, mon idée, mon intention avec ça, c'est-à-dire que l'information, elle est derrière la carte hausse de la température, mais le fait de la montrer comme ça, c'est hyper marquant. Et là, derrière ça, ils se disent, OK, quand on parle de 5 degrés de différence, en fait, c'est un monde complètement différent. Là, on nous dit océan 120 mètres plus bas, 3 km de glace au nord de l'Europe, il y avait des pingouins à Marseille, etc. On comprend que là, les enjeux, ils sont vraiment, je dis, existentiels. Ensuite, je leur demande, est-ce que vous connaissez quelles sont les différentes énergies fossiles? Donc, en général, ils les connaissent. Et du coup, je leur pose une autre question complémentaire qui est, est-ce que vous savez quelle est la part des énergies fossiles dans la consommation d'énergie primaire mondiale? Donc, d'abord, pareil, je les laisse répondre. Puis après, je leur propose ces trois réponses. Et là, c'est une manière, ici, je leur dis deux choses. Je leur dis, moi, j'ai tiré 3 leçons de ce graphique-là. La première, c'est que finalement, depuis 150 ans, à chaque fois qu'on a découvert une source d'énergie, elle n'a pas remplacé la précédente, elle s'est ajoutée, on les a empilées. La deuxième, c'est qu'on dit beaucoup qu'on a fait x8 sur la population mondiale en 150 ans et que ça expliquerait le franchissement des limites planétaires les unes après les autres. Mais on dit un peu moins qu'on a fait entre x300 et x400 sur les modes de vie. Et donc, la troisième idée, c'est de se dire, globalement, on parle beaucoup de transition énergétique, mais aujourd'hui, les énergies alternatives, on voit que ça représente assez peu de choses. Encore aujourd'hui, on va dire, c'est en augmentation, mais ça représente assez peu de choses par rapport aux énergies fossiles. Et la deuxième chose que j'ajoute, c'est on sait très clairement ce qu'il faudrait qu'on fasse pour respecter les 1,5 degrés. C'était sorti dans la revue Nature avant la COP à Glasgow. On nous dit qu'il faudrait laisser 60% des réserves de pétrole et de gaz sous terre. Ça veut dire baisser leur production de 3% par an chaque année jusqu'en 2050. Et pour les réserves de charbon, c'est 90% qu'il faudrait laisser. Ça veut dire baisser de 7% par an chaque année jusqu'en 2050. Et je leur dis finalement, quand on allie les deux, on comprend là que ce qu'on doit faire collectivement, c'est une révolution aussi profonde que la révolution industrielle. On doit changer profondément la façon dont notre société est organisée. Donc là, on peut se dire que ça peut faire peur, mais là, j'ajoute tout de suite, en fait, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, on a vu régulièrement des révolutions s'opérer. Donc voilà, c'est vraiment là l'objectif de ça. Normalement, à ce moment-là, ils sont vraiment à fond et ils n'ont qu'une envie, c'est de connaître la suite de l'atelier. C'est de vivre la suite de l'atelier. Et du coup, par rapport à ça, si je reviens sur mon lot 2, mon lot 5, moi, mon intention sur ce lot 5, c'est de faire passer l'enjeu du dérèglement climatique de la tête au cœur. Moi, comment dire, on dit que les émotions, c'est ce qui met en mouvement, c'est aussi ce qui peut tétaniser. Je disais tout à l'heure avec le travail qui relie, c'est pas pour rien que c'est important d'aller honorer ses souffrances pour le monde, c'est que plus on va se confronter à des émotions à valence négative, plus on aura un potentiel de transformation important. Et du coup, voilà, l'idée de ce lot-là, c'est à la fois de les faire passer de la tête au cœur, mais en même temps, de gérer au mieux le moment le plus anxiogène de l'atelier. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, si en fait c'est trop anxiogène, les gens, en fait, ça franchit le plafond et du coup, ils ne sont plus là. Ils sont présents physiquement, mais absents en pensée. Et du coup, pour favoriser ça, j'ai une manière de l'animer. Donc, comment est-ce que je l'anime? Si je vais pareil ici, hop. Donc là, assez classiquement, donc moi, j'aime bien faire deviner, enfin, placer ensemble la carte baisse des rendements agricoles, puis, on va dire, la carte permafrost. Pourquoi? Parce que ça parle tout de suite aux êtres humains, parce que c'est un besoin fondamental que de se nourrir. Donc, de l'animer différemment, ça va marquer différemment.
Et puis, le permafrost, c'est parce qu'il y a cette idée de boucle de réfraction positive, qui est une idée nouvelle, qu'il n'y avait pas encore jusqu'à présent, ou en tout cas, ça dépend comment on l'anime, mais en règle générale, elle n'est pas déjà présente. Et donc, après ça, une fois qu'ils ont fini ça, je leur dis, une fois qu'ils ont placé le reste des cartes, je leur dis, en fait, bravo, vous avez presque terminé. Mais finalement, on s'est intéressé aux sociétés humaines, on a vu que globalement, depuis la révolution industrielle, parce qu'on consommait massivement des énergies fossiles, on a déréglé le climat. Et maintenant, si on se réintéresse aux sociétés humaines, quelles peuvent être les conséquences de tout ça? Et donc là, en général, ils les devinent. Donc moi, j'aime bien aussi objectiver, c'est-à-dire que pour certaines cartes, donc famine, OK, santé humaine, OK, conflit armé, moi j'aime bien dire que le GIEC a eu le prix Nobel de la paix en 2007 parce que si on tient compte de ses travaux, ça permettra d'éviter beaucoup de conflits armés. Et réfugiés climatiques, d'après un rapport de la Banque mondiale, on parle de 250 millions de réfugiés climatiques d'ici 2050, si on continue comme ça. Pourquoi je dis que je rajoute ces deux choses-là pour ça, c'est que moi, ça m'est arrivé de voir des personnes qui disaient c'est complètement exagéré, etc. Là, voilà, on parle quand même d'un prix Nobel de la paix et d'un rapport de la Banque mondiale, donc ce n'est pas sorti, on va dire, de la tête de Cédric. Donc voilà pour ce lot-là. Et oui, et non, et à ce moment-là, c'est là où finalement ma manière à moi de l'animer est un peu différente. C'est là où je dis, donc là, normalement, vous êtes au plus bas énergétiquement de l'atelier. Et c'est normal, c'est parce que pour l'instant, la direction que prennent les sociétés humaines n'est pas la bonne. Mais là, l'objectif du reste de l'atelier, ça va être de remonter ensemble. Et donc là, le fait de le verbaliser, normalement, vous voyez déjà vos participants qui sont complètement à plat. Et le fait de le verbaliser, ça permet déjà un petit peu de comprendre ce qui les traverse. Parce que potentiellement, en fait, ils sont plombés, mais ils n'en ont même pas conscience. Donc là, vous, en tant que facilitateur, vous avez la main sur le cadre. Donc, vous pouvez vous permettre de dire ce type de phrase-là, qui permet finalement à chacun à la fois de comprendre ce qu'il traverse, mettre des mots sur ce qu'il traverse, et en même temps, c'est là où je rajoute toujours, je dis, c'est aussi pour ça que je vous avais dit au début que la troisième partie, c'est ma partie favorite. Et comme ça, tout de suite, ça redonne une énorme envie de vivre le reste de l'atelier parce que c'est là où, moi, quand je fais des rentrées climat parfois et qu'il y a des personnes qui sont envoyées en pause juste après la partie carte, en fait, c'est pour ça qu'on voit les gens qui ne reviennent pas. Ou en tout cas, qui mettent énormément de temps à revenir. Parce que comme il y a un biais cognitif qui est qu'on n'aime pas s'exposer à des émotions négatives, si on nous laisse là et qu'on ne sait pas ce qui va se passer ensuite, il est fort possible que consciemment et inconsciemment, on n'ait pas trop envie de revenir. Donc voilà pour ce focus sur le lot 5 qui pour moi est vraiment hyper important parce qu'on se situe au point bas de l'atelier. On est ici, là, dans ma dynamique. Et donc, c'est pour ça que je voulais faire un focus sur ce lot-là aussi. Donc maintenant, si on passe à la partie 2, créativité, ancrage, moi, mon intention avec cette partie, c'est, outre celle classique qu'on voit en formation, c'est d'ancrer les 6-7 idées principales. Pourquoi je dis ça? C'est-à-dire que moi, j'étais à la COP27 à Sharm el-Sheikh pour représenter l'assaut. Et à un moment donné, il y avait un animateur qui avait demandé à un participant quelle est l'idée principale que vous avez retenue de la partie carte. Et il y a une participante qui avait dit j'ai en fait retenu que le méthane, ça ne sortait pas par les fesses des vaches, mais par la bouche. Et en fait, quand j'ai entendu ça, moi, j'ai vécu comme un espèce d'effondrement intérieur où je me suis dit je suis en train de ruiner mon empreinte carbone pour venir à Sharm el-Sheikh. Ce n'est pas pour transmettre ça, en fait, parce que là, ça n'augmente pas du tout le pouvoir d'agir des gens. Et donc, finalement, c'est aussi de commencer à permettre un début de prise de recul. Et donc, pour faire ça, moi, comment est-ce que je fais? C'est pour ça que je ne fais plus faire les flèches, moi, dans l'atelier. Parce que je sais qu'en fait, ils ne retiendront jamais les 42 flèches. Par contre, le fait de leur demander de synthétiser la fresque en 6-7 grands ensembles, ça les oblige à être vraiment acteurs et actrices. Après, bien sûr, l'idée, c'est d'illustrer ces 6-7 grands ensembles avec des dessins, parce que des images valent 1000 mots, et de trouver le titre. Mais globalement, le fait qu'ils soient acteurs et qu'ils cherchent à synthétiser la fresque, comme ils sont acteurs, il y a plus de chances qu'ils retiennent. Et après, toujours, moi, je rajoute une couche à partir de cette réflexion qu'ils ont eue, où, du coup, je partage cette synthèse de Antoine Ravin, je crois, où, globalement, je la synthétise en 1 minute. Je leur dis, maintenant, je vais vous synthétiser la fresque en moins d'1 minute. Et donc, globalement, ce que je dis, c'est, on a vu que c'est depuis que l'être humain s'est sédentarisé, on a les mêmes types d'activités. On se déplace, on a l'agriculture, on fabrique des objets, on a des bâtiments. Mais c'est vraiment depuis le début de la révolution industrielle,
parce qu'on consomme massivement des énergies fossiles qu'on a perturbé le système climatique. En perturbant le système climatique, on a augmenté la quantité d'énergie dans le système Terre. Cette chaleur, elle doit forcément aller quelque part. Pour partie, elle augmente la température de l'air. Pour partie, la température de l'eau. Pour partie, elle fait fondre de la glace. Ça a pour conséquence à la fois de perturber le cycle de l'eau et d'augmenter le niveau de l'eau. Et ça a pour effet d'augmenter la fréquence et l'intensité des phénomènes climatiques extrêmes. Autrement dit, il y a toujours eu ces phénomènes climatiques extrêmes, mais là, il y en a plus fréquemment et plus fortement pour certains. Et donc ça, notamment parce que ça vient baisser les ressources en eau douce et les rendements agricoles, un peu comme un effet boomerang. On est parti des sociétés humaines, on voit que ça a un impact sur nous. Et il ne faut pas oublier en parallèle les effets sur la biodiversité marine et terrestre, mais aussi la notion de boucle de rétroaction positive, qui permet de comprendre pourquoi c'est si important de lutter pour chaque dixième de degré. C'est parce que chaque dixième de degré supplémentaire augmente la probabilité d'activer ces boucles-là. Et donc là, normalement, voilà, ils ont réfléchi, puis j'ai fait un passage, donc il y a plus de chances qu'ils retiennent une partie de ces 7 grandes idées. Parce qu'à mon sens, voilà, si on ne sort pas de la partie carte avec en tête cette idée que dis-moi combien d'énergie fossile on consommera, je te dirai combien de degrés on prendra, on est passé un petit peu à côté de quelque chose. Donc ça, c'était pour la partie créativité ancrage. Maintenant, si je vais sur la partie transition vers la partie 2. Donc là, je vois que j'ai pris un peu de retard. Je pose toujours 2 questions. La première question, c'est celle-ci. C'est celle-là. Pourquoi il n'y a pas de carte solution dans la fresque? L'intention derrière ça, donc je les laisse répondre. Et puis en général, ça fait écho avec ces 3 réponses que je donne. C'est cette idée parce que les rapports du GIEC ne donnent pas un seul chemin, mais modélisent de possibles scénarios pour l'avenir en fonction de ce que décideront les sociétés humaines. Parce que les solutions sont à trouver ensemble, les solutions sont en effet une question politique, au sens d'arbitrer entre plusieurs options possibles. Et c'est aussi l'idée que l'atelier s'intéresse aux leviers d'action des participants et non à ceux des absents. Donc là, je rappelle toujours que cette fresque a la vocation à être faite partout, citoyens, entreprises, décideurs politiques, à l'international. Et donc, ça n'aurait aucun sens de plaquer des solutions venues d'en haut qui pourraient s'avérer hors sujet. Et la troisième idée, c'est parce que les solutions proposées diffèrent d'un individu à l'autre. Autrement dit, les solutions que chacun est capable d'accepter, donc l'acceptabilité sociale, va dépendre de son niveau de conscience au sujet des causes et conséquences du dérèglement climatique. Et donc ça, mon intention à travers ça, c'est à la fois de déconstruire l'idée qu'il n'y a pas de solution, parce que souvent, moi, la première réponse que les gens donnent, c'est « il n'y a pas de solution ». Donc tant que les gens pensent qu'il n'y a pas de solution, évidemment qu'ils ne vont pas se mettre en mouvement. On est dans du pessimisme passif. Ensuite, c'est de faire prendre conscience que ça va être à eux d'imaginer des solutions qu'ils seront capables de mettre en œuvre. Donc, ça donne du sens à ce qu'ils vont faire, notamment dans la partie corps. Et enfin, de faire réaliser que l'acceptabilité sociale des solutions dépend du niveau de conscience des gens. Donc, il y a une plasticité de l'acceptabilité sociale. On peut jouer sur ce facteur. La deuxième question que je pose, c'est de quoi dépend le niveau de conscience de chacun sur la crise climatique. Et donc là, l'idée, c'est de faire intervenir cette idée que ça dépend de est-ce que viscéralement ça me touche ou est-ce que pour moi, c'est des ours polaires qui ont leur banquise, des personnes qui habitent loin, les générations futures, ou c'est maintenant, c'est mes proches, etc. Donc, bien sûr, je les fais intervenir après qu'ils aient répondu. Après, tête, donc cette idée des ordres de grandeur. Est-ce que j'ai conscience que voilà, toutes les actions ne se valent pas? Et puis, de son pouvoir d'agir, c'est que si en fait j'ai l'impression que je suis impuissant et que c'est foutu, à quoi bon consacrer du temps de cerveau disponible à ce sujet? Et donc, là, l'intention derrière ça, c'est vraiment d'annoncer la suite de l'atelier, de donner du sens à l'atelier. Voilà, c'est vraiment l'objectif, c'est d'élever le niveau de conscience et aussi d'ancrer le fait que l'objectif de l'atelier, ce n'est pas de plomber les gens, mais vraiment de les mettre en mouvement. Donc, comme ça, les participants peuvent avoir conscience aussi que tous les ateliers ne se valent pas, c'est-à-dire que plus on anime, plus on va s'améliorer. Et donc, si finalement ils ont été plombés, ce n'est pas de la faute de l'atelier, ce n'est pas de la faute non plus de l'animateur ou de l'animatrice, c'est juste qu'elle est en apprentissage vers cet objectif-là, qui est un objectif hyper ambitieux. Mais voilà, en tout cas, on est entre guillemets en une communauté apprenante qui essaye chaque jour de s'améliorer pour faire en sorte que les gens soient mis en mouvement à la fin de nos ateliers. Donc maintenant, si je vais sur la partie 3, voyage dans le monde d'après. Donc, moi, l'intention derrière cette partie-là, c'est de montrer que pour faire face à l'ampleur des enjeux écologiques et sociaux actuels, il est nécessaire, finalement, pour la partie cœur, de réhabiliter les émotions. Parce que moi, à titre personnel, j'ai la conviction qu'on peut faire un truc aussi bête que scier la branche sur laquelle le vivant est assis, parce qu'on s'est coupé d'une partie de notre intelligence, à savoir les émotions.
La deuxième idée, c'est que dans le monde d'après, si on a finalement réussi à être à la hauteur des enjeux, on aura aussi, au niveau des points de vue de la partie tête, on sera devenu inconsciemment compétent au niveau des ordres de grandeur. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on ne sera pas systématiquement en train de faire des analyses, des calculs sur si je fais telle action, ça va avoir tel effet. Mais en fait, à force finalement d'avoir été formé, informé, etc., on sera capable d'avoir, on dit que l'intuition, c'est de l'expérience fossilisée. Donc, on sera capable, voilà, pas à une maille extrêmement fine, mais on aura les gros ordres de grandeur et on sera capable d'arbitrer sur nos actions d'un point de vue impact et pas uniquement climat, mais on va dire ensemble des limites planétaires. Et puis, la troisième idée, c'est qu'au niveau du corps, on aura changé notre regard sur son pouvoir d'agir. C'est-à-dire que moi, c'est quelque chose que j'ai constaté pour avoir animé des ateliers dans plein d'endroits, même là où, entre guillemets, objectivement, on a l'impression que le pouvoir se trouve. Et même là, en fait, ce qui est communément partagé, universellement partagé, c'est ce sentiment d'impuissance face à l'ampleur des enjeux. Et donc, il y a cette idée que dans le monde d'après, voilà, si on a réussi à faire cette transformation, on aura changé de regard, on aura pris conscience que chacun est positionné à une étoile, à un endroit singulier de la toile du vivant, où il peut activer des leviers que personne d'autre ne peut activer à sa place. Et donc, par rapport à ça, voilà, je vais aller assez vite, mais globalement, je commence toujours, moi j'aime bien donner une petite citation, c'est une manière un peu de donner du sens à ce qu'on vit. Donc typiquement là, le fait de dire cette citation pour la partie cœur, l'émotion confère aux êtres vivants la possibilité d'agir intelligemment sans penser intelligemment, dans l'erreur de Descartes, la raison des émotions. Voilà, je traduis parce que c'est pas forcément évident tout de suite, mais les émotions sont aussi importantes que la raison pour s'adapter au mieux à son environnement, puisque finalement, d'un point de vue psychologique, j'aurais presque envie de dire d'un point de vue darwinien, si on a encore des émotions, c'est parce qu'elles ont une raison d'être, et leur raison d'être, c'est d'assurer notre survie et notre bien-être. Donc le fait d'avoir posé ça là, en fait, il n'y a plus aucun souci pour faire une partie émotion, peu importe le public qu'on a en face dessous. Moi, j'ai jamais eu de souci avec ma partie émotion depuis que je pose ce cadre-là. Donc, comment est-ce que moi je le propose? Voilà, ça c'est assez classique, vous pouvez le revoir dans l'épisode 1, mais globalement, je propose ces 6 émotions universellement partagées. Comment est-ce que je les légitime? Je les légitime en disant que du coup, comme je fais des ateliers dans d'autres pays, au moins ces 6 émotions-là, je sais qu'elles vont parler à tout le monde, alors qu'il y a des émotions comme la honte qui ne parleront pas à certains. Et puis le fait d'en avoir 6, ça a plusieurs avantages. Je sais qu'en marketing, on dit qu'au-delà de 6-8, je crois, la personne se désengage parce qu'elle a trop de choix. Donc, toujours pour une question d'attention. Et puis, c'est aussi que moi, c'est important que la personne honore ses souffrances pour le monde. Donc, moi, je pose cette question-émotion en disant, par rapport aux conséquences du dérèglement climatique, quelle émotion vous ressentez le plus? Et à dessein, je la pose comme ça. Donc, vous pensez bien qu'en la posant comme ça, personne ne dit joie et personne ne dit, enfin si, vous pouvez avoir surprise, mais en tout cas, personne ne dit joie. Pourquoi? Mon objectif, c'est que vraiment, comme il y a un biais cognitif qui est qu'on ne veut pas s'exposer à des émotions négatives, où les gens voudraient fuir et voudraient dire espoir, voudraient dire un certain nombre de choses, le problème, je l'ai dit tout à l'heure avec cette dynamique du travail qui relie, c'est que pour avoir une transformation profonde, il faut s'être confronté à des émotions potentiellement négatives. Et donc, par rapport à ça, c'est important d'avoir mis un cadre où ils auront pu se confronter à ça. Et donc, moi, comment je le fais pour qu'ils aient plus de temps pour échanger? Je les mets en binôme et je leur propose à tour de rôle d'aller expliquer à leur avis pourquoi ils ressentent cette émotion, parce que je leur dis en psychologie, on sait que chaque émotion nous donne une information. Et donc, aller chercher cette information, c'est une manière de commencer à prendre du recul sur cette émotion pour pouvoir finalement aller de l'avant. Une fois que c'est fait, je leur apporte ces 2 apports-là. Je n'ai pas le temps d'y revenir. Vous l'aurez dans l'épisode 1 si vous voulez aller voir un peu comment j'en parle. Ensuite, il y a la partie tête. Donc là, voilà, je précise quand même, moi, l'apport, c'est que je dis chaque émotion donne une information. Par exemple, la peur, on la ressent quand on se sent impuissant. En gros, on a l'impression qu'on est trop petit face à quelque chose de trop grand. Et donc, je leur dis, ça tombe bien, le savoir, c'est le pouvoir. Donc, le savoir peut être un remède au sentiment d'impuissance, émotion qui est souvent, sentiment qui est souvent ressenti par les gens sur ce sujet. Donc, je leur propose un quiz avec acquisition des ordres de grandeur. Donc là, globalement, je les fais voter avec les pieds. Donc, je leur dis, typiquement, c'est important de savoir maintenant d'où est-ce qu'on part, maintenant qu'on a compris que c'était grave et qu'on était vulnérable à ce sujet. C'est de mettre des chiffres un peu derrière tout ça, comprendre la hauteur de la marche à franchir. Donc là, quelle est l'empreinte carbone moyenne des Français? Donc là, je vais assez vite, je leur propose de voter avec les pieds. L'idée, on a la moyenne, mais moi, je leur dis toujours, ce qui est important, c'est d'aller chercher ce qu'il y a derrière la moyenne. Parce que la moyenne, finalement, ça invisibilise tout. Là, j'ai vu qu'il y avait un article dans Le Monde qui parlait
des racines politiques de tout ça, finalement, je trouve que d'aller chercher derrière la moyenne, c'est une manière d'aller chercher les racines politiques. Et quand je dis politique, ce n'est pas au sens partisan de parti politique, mais au sens d'organisation de la cité. C'est-à-dire que là, on comprend un peu mieux comment est organisée la cité du point de vue des émissions, mais aussi, on va dire, d'autres pressions exercées sur les autres limites planétaires. Ensuite, j'ai la trajectoire sur donc les ordres de grandeur. Donc là, pareil, là, c'est pour comprendre la hauteur de la marche. Et moi, à dessin, je ne mets pas que 2050, je mets aussi l'étape intermédiaire. Je leur demande à votre avis pourquoi je vous la demande, cette question. C'est vraiment pour introduire le fait que les gaz à effet de serre restent dans l'atmosphère. Et donc, en fait, on ne peut pas se contenter d'atteindre 2050 et baisser d'un coup. On a une trajectoire à respecter parce que sans ça, on aura un stock qui sera trop important dans l'atmosphère. Après, entreprise du CAC 40, là, c'est vraiment pour faire prendre conscience, pareil, qu'on n'y est pas. Loi de Pareto 80-20, donc aussi pour avoir conscience qu'on a tous un temps de cerveau disponible limité et que ça va être intéressant d'agir de manière intelligente, donc en priorisant les actions qui ont un maximum d'impact avec un minimum de temps, on va dire, ou en tout cas de temps à consacrer. Donc là, je vais assez vite parce que ça, j'y suis revenu dans l'épisode 1, parce que pour le coup, mon quiz n'a pas beaucoup bougé. Là, pareil, là, ça montre les racines politiques, mais d'un point de vue international, on voit que c'est globalement les mêmes enjeux au niveau national, avec les disparités de richesse et du coup de pression sur les limites planétaires. Après, on a les leviers. Et moi, j'aime bien quand même poser après cette question-là, par exemple, ou pareil sur derrière la moyenne, c'est est-ce que vous aviez conscience de ça? Parce qu'il y en a plein qui n'avaient pas du tout conscience, comme on parle beaucoup de la moyenne à 10 pour la France, ils n'ont pas du tout conscience qu'il y a une telle disparité derrière les 10. Et il y en a même parfois qui disent « Ah, je comprends mieux pourquoi certains disent justice sociale et urgence écologique, c'est deux faces d'une même pièce. » Après ça, voilà les leviers d'action avec les scopes. Là, pour moi, c'est aussi pour faire un peu de pédagogie au fait que souvent, les entreprises communiquent sur le scope 1 et 2, alors que pour la plupart, ça va dépendre des secteurs, mais pour la plupart, c'est 80% des émissions, le scope 3. Et du coup, je leur demande toujours, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on communique plus sur le scope 3 ? Les gens disent, c'est parce qu'effectivement, on le compte pas, on essaie de pas trop communiquer dessus. C'est parce que c'est plus difficile à les modifier. Et du coup, j'aime bien leur demander, à votre avis, des pistes pour le modifier. C'est par exemple changer le modèle d'affaires, changer les parties prenantes, consommateurs, fournisseurs, etc. Juste pour aussi commencer à préparer la partie corps avec les fameuses les post-it, les actions. Donc après, action individuelle, ça c'est vraiment pour leur faire prendre conscience de cette loi de Pareto. Là, moi, je leur dis toujours, regardez, en un jour d'avion, globalement, puisqu'on dit un aller-retour Paris-New York, c'est 2 tonnes, globalement, vous avez déjà dépassé en un jour sur 365. Donc là, le loi de Pareto, on le ressent bien. Et je finis toujours par une dernière question pour élargir, pour éviter qu'on pense que climat. Et donc, c'est pour introduire la notion de limite planétaire avec l'idée d'économie de notes, qui, ça, en fait, c'est une manière aussi de leur montrer qu'il y a déjà des modèles alternatifs qui sont en train d'émerger, qui permettent de redéfinir la notion de progrès et donc de concilier, pour le coup, urgence écologique et justice sociale. Après, je fais un débat mouvant où globalement, je leur demande de respecter l'accord de Paris. Est-ce que ça relève plutôt de l'action individuelle ou collective? Donc, je les mets sur une ligne imaginaire, ils se positionnent. Et après, là, l'objectif, c'est que je leur dis, vous pouvez expliquer pourquoi vous êtes positionné là. Et les autres, si vous êtes convaincus, vous pouvez vous rapprocher. Et là, l'objectif, c'est vraiment de faire sortir tous les freins à l'action. Comme ça, après moi, j'amène ça. Je crois que pareil, je le partage dans l'épisode 1 ou l'épisode 2, donc je ne vais pas trop y revenir. Mais je leur dis, là, ce que je vous propose, c'est d'essayer de passer. C'est juste de dire globalement, nous, la fraise du climat, on essaie d'accélérer ce point de bascule-là parce que globalement, individuel, collectif, c'est peut-être pas les meilleures lunettes pour voir ce sujet-là. Ce qui compte, c'est moi, à titre individuel, quel levier je peux activer, sachant qu'on voit sur les changements, il faut toujours des groupes d'individus qui, à un moment donné, permettent un changement global. Mais évidemment que du coup, si on reste que entre pionniers, on ne passera jamais à un changement global. Mais en même temps, le changement global n'arrivera jamais comme ça de parachuter d'en haut comme par magie. Donc, je leur propose de passer du triangle d'action aux marges du pouvoir. Donc ça, j'en parle dans le… Et là, juste une nouvelle idée que j'ai apportée depuis l'épisode 1, je crois, c'est que moi, je leur dis, donc voilà, globalement, vous avez un itinéraire pour augmenter votre pouvoir d'agir sur le sujet. Et donc, je leur dis, autrement dit, vous pouvez passer d'un petit colibri avec un petit pouvoir d'agir. Donc, je demande toujours, est-ce que vous savez ce que c'est le colibri? Donc, en général, ça arrive que quelqu'un connaisse. Et je dis, le colibri, c'est cette idée qu'il a un petit pouvoir d'agir, mais la bonne nouvelle, c'est que vous, et chacun, en fait,
on peut passer d'un petit colibri avec un petit pouvoir d'agir, parce que le colibri, c'est le plus petit des oiseaux, finalement, à la fin, à un aigle royal avec un grand pouvoir d'agir. Et donc, je leur dis, comme la joie, c'est l'émotion qu'on ressent quand on augmente son pouvoir d'agir, et ben finalement, cet itinéraire, c'est aussi un itinéraire pour augmenter en joie. Et donc, je sais que pour certains, le colibri, c'est suffit pour être motivant, mais il y en a d'autres, au contraire, c'est démotivant. Et là, de faire prendre conscience que chacun peut finalement, un peu comme un Pokémon, évoluer, on n'est pas obligé de rester toute sa vie un colibri, et ben pour certains, ça met vraiment en mouvement. Et donc, moi, j'aime bien donner parfois un exemple. Soit je donne mon exemple personnel, soit je donne un exemple de quelqu'un d'autre. Par exemple, Thomas Wagner, en disant à une époque, c'était peut-être un corbeau parce qu'il travaillait même dans la finance. Après ça, c'est devenu un petit colibri. Puis maintenant, je pense qu'il n'est pas encore un aigle royal, mais on va dire qu'il a déjà évolué dans des oiseaux intermédiaires. Après, voilà, c'est vraiment pour déconstruire cette binarité du tout ou rien, qui a un mode cérébral qui freine la transition, en disant finalement chaque dixième de degré compte. Tout ce qu'on fait permettra que ce sera mieux que si on ne l'avait pas fait. Et après, je vais sur la dernière séquence qui est la séquence action, la séquence corps. Donc, petite phrase, c'est l'action a une grande vertu, elle rend optimiste. Autrement dit, il y a une boucle de rétroaction positive qui se met en place. Plus j'agis, plus je suis optimiste. Et plus je suis optimiste, plus j'agis. Et du coup, moi, en entreprise, j'évacue toujours le point de vue citoyen-consommateur. Donc, comment je l'évacue? Je leur dis, voilà, globalement, on sait, il faut passer de 10 à 2. Et donc, je leur dis, à votre avis, c'est quoi le principal facteur d'une vie heureuse d'après la plus longue étude sur le bonheur? On peut se dire, le bonheur, c'est subjectif. Eh bien non, il y a des chercheurs à Harvard qui ont suivi des gens des années 40 aux années 2000 et ils ont dit, il y a un facteur qui permet avec le plus de certitude de dire, cette personne-là a une vie heureuse et celle-là moins. Et je leur dis, si vous n'avez pas vu le TEDx qui vulgarise cette recherche-là, projetez-vous sur votre lit de mort à 80 ans et demandez-vous dans quelles conditions vous aurez eu l'impression d'avoir une vie heureuse. Et là, s'ils ont un peu de mal, je leur dis, qu'est-ce que vous aviez partagé en brise-glace au début? Et donc, je leur dis, effectivement, c'est la qualité des relations sociales et ça résonne avec ce que vous aviez partagé, votre pépite, entre guillemets, du début. Et donc, effectivement, là, je leur dis, finalement, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de choses qu'on aime énormément faire et qui n'exercent pas une pression sur les limites planétaires, climat et autres. Et donc, je leur dis finalement, cette citation, heureuse coïncidence que ce que nous devons faire pour survivre est aussi ce que nous devrions faire pour être heureux. Donc ça, c'est une manière de sortir de ce faux dilemme où moi, je vois vraiment quand je lâche cette citation dans le regard des gens, c'est comme si une porte s'ouvrait où avant ça, ils étaient dans un faux dilemme. C'est soit je flingue la planète et je suis malheureux, soit je préserve la planète, soit je flingue la planète et je suis heureux, soit je préserve la planète et je suis malheureux. Et là, on leur dit, en fait, il y a un chemin qui permettrait de concilier les deux. Et donc, voilà, autrement dit, la transition peut être organisée socialement pour être non pas une grande privation, mais une grande substitution où on va remplacer des choses qu'on n'aime pas forcément faire par des choses qu'on aime davantage faire. Et donc, je leur dis, est-ce que vous connaissez votre empreinte carbone? En général, ils me disent non. Et du coup, je leur dis, ce que je vous propose, c'est à la fin de l'atelier, via le mail post-atelier, vous pourrez faire votre empreinte, votre bilan carbone. Et après ça, du coup, on se concentre sur le point de vue professionnel. Et donc là, je leur dis, l'objectif, c'est de contribuer à réduire l'empreinte carbone de votre organisation via votre activité professionnelle. Je vous propose de voir deux catégories de post-it. La première, c'est les actions accessibles, c'est ce qu'on appelle parfois les petits pas. Donc, c'est les actions activables à court terme et nécessaires pour accélérer la transition d'organisation. Et après ça, c'est des actions ambitieuses, activables à long terme et nécessaires pour agir à la hauteur des enjeux. Autrement dit, la petite musique, c'est de se dire, c'est OK de commencer par des petits pas, mais il faut savoir que de toute façon, pour y arriver, il va falloir réaliser des mesures de grande ampleur. Et comme ça permet d'avoir vraiment les deux, à la fois le court terme et le long terme, l'horizon, pour ne pas se raconter d'histoire. Et du coup, moi, pour renforcer ça, je leur propose toujours un truc de projection. Je leur dis, projetez-vous en 2030 et imaginez que votre organisation fasse partie des pionniers de son secteur en matière de décarbonation. Quelles actions ont été mises en place pour embarquer l'ensemble du secteur? Clients, fournisseurs, concurrents. Là, la petite musique aussi, c'est de dire, contrairement à notre paradigme actuel, où on a tendance à dire, tout ce qui compte, c'est que moi, je me sauve tout seul. Là, de toute façon, sur ces enjeux, c'est soit on se sauve tous, soit personne ne se sauve. Et donc, c'est de commencer aussi à développer des réflexes sectoriels, partenariales, etc. Et donc, voilà pour ma partie. Et donc, en général, ça, je le fais en 3 temps. D'abord, un petit temps où chacun met ses actions en silence, enfin, tout seul, on va dire, en silence. Ensuite, je les regroupe par 3. Et ensuite, je leur demande de choisir la meilleure action par catégorie pour qu'ensuite, on les partage sur une matrice. Et comme ça, on n'a que les meilleures des meilleures actions, ce qui est plus simple à gérer que si on avait trop d'actions sur la matrice. Et du coup, là maintenant, j'ai bientôt terminé le petit webinaire.
Le dernier temps, c'est la conclusion. Mon intention, c'est de maximiser les chances que les participants repartent aussi haut que possible d'un point de vue énergétique afin de favoriser la mise en mouvement, un bouche à oreille positif sur l'atelier et aussi de jouer positivement sur le facteur de viralité numéro 1, c'est-à-dire de donner envie de devenir fresqueur, fresqueuse, mais aussi de jouer positivement sur le facteur de viralité numéro 4, à savoir nourrir la motivation de l'anime. Donc, je vais revenir dans un instant. Comment je fais cette conclusion? Moi, je dis, je dis toujours, est-ce que vous voulez que je vous partage en bonus mes raisons à moi d'espérer qu'une accélération se produise? Bah, tout le monde me dit oui. Ça s'est jamais arrivé qu'ils me disent non. Et du coup, je leur dis, bah, là, d'abord, c'est via ce livre-là, j'ai tiré des raisons d'espérer. Donc, vous pouvez vous dire, c'est bizarre, effondrement. Mais en fait, c'est les sous-titres qui m'intéressent, c'est comment les sociétés décident de leur disparition et de leur survie. Moi, j'ai tiré 2 leçons de ce livre. La première, c'est qu'en fait, l'espèce humaine, comme on évolue dans un monde physique, on est toujours confronté à cet enjeu de mettre en place des règles de fonctionnement social, un contrat social, qui ne contribue pas à scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Et il y a des sociétés qui ont réussi et qui ont prospéré, et d'autres qui n'ont pas réussi et qui ont disparu. Et la deuxième leçon, c'est que parmi celles qui ont réussi, certaines ont réussi par le bas, par la société civile, et d'autres par le haut. Donc, ça permet de comprendre qu'en fait, on peut changer de partout. La deuxième, c'est ce livre-là, Sapiens de Yuval Noah Harari. Moi, j'ai tiré la conviction de ce livre-là. En fait, l'être humain, il est câblé pour surmonter le défi auquel on a à faire face. Pourquoi? C'est parce que nous, à la différence des autres espèces animales, on n'a pas besoin d'attendre une mutation génétique pour nous adapter à un environnement qui change. Il suffit qu'on change ce qu'il y a dans nos têtes. Et ça, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer extrêmement rapidement. Et là, l'idée, c'est de passer d'un imaginaire illimitiste, où globalement, on croit que ça relève presque de l'ego mal placé que de penser que moi, petit être humain, je vais avoir un impact sur un monde aussi vaste que la planète, à un imaginaire de petit monde, comme dit Jean-Pierre Gou, où on prend conscience que chacun de nos actes, petits et grands, ont un impact. Et j'y crois tellement que du coup, j'ai co-créé la fresque des nouveaux récits avec Alexis Klein pour jouer justement sur ce facteur d'imaginaire, de récit, etc. Parce que moi, j'ai la grande conviction que là, ce qu'on doit faire, c'est non pas avoir moins de désirs, mais c'est de rediriger les désirs, les réencastrer dans la limite planétaire. Donc, je dis aussi cette citation, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients engagés peut changer le monde. En fait, c'est toujours ainsi que le monde a changé. C'est ce qu'on voit bien avec cette courbe-là. C'est toujours des pionniers. Margaret Mead, c'est une anthropologue. Et puis, cette fameuse citation, voilà, c'est en gros, moi, si le système actuel était conçu pour nous rendre heureux, je dirais, tant pis, hein, on est arrivé à la fin de l'histoire. On est arrivé dans un cul-de-sac, mais c'était le meilleur des systèmes pour nous rendre heureux. Finalement, la meilleure des nouvelles, c'est que notre système actuel, il n'est pas fait pour nous rendre heureux. Et donc, il y a un chemin qui existe. Et moi, à titre personnel, j'ai envie de tout faire pour maximiser les chances qu'on emprunte ce chemin. Et je finis en disant, voilà, il suffit toujours cette idée de point de bascule. Et donc, en résumé, comme tout est lié, on peut prendre le sujet de n'importe où. Personne n'est impuissant. Son action, à titre individuel, a toujours 3 types d'impact. Sur son empreinte, sur son entourage, parce qu'on est tous des influenceurs. Sur le système, parce que par exemple, les premières personnes à avoir fait du vrac, c'est grâce à elles que maintenant, c'est très facile pour d'autres. C'est grâce aux pionnières et aux pionniers que maintenant, c'est facile d'en faire dans certaines villes. Et puis, dernièrement, c'est cette idée, comme on est tous situés à des endroits singuliers de la toile du vivant, on a tous des leviers d'action que personne d'autre ne pourra activer. Et donc, c'est important qu'on puisse chacun les activer. Et donc, sur ce, je leur propose toujours le clap de fin. Donc ça, je ne vous l'explique pas. Et pour finir, je leur dis, voilà, vous avez vécu une expérience riche. Je vous propose un petit peu de vous remémorer votre expérience, votre matinée ou votre après-midi. Et du coup, quand ce sera bon, vous pourrez partager en un mot votre ressenti à la fin de cette expérience. En mode popcorn, quand c'est chaud, ça part. Donc, je laisse toujours un peu quelques secondes, sans ça, il y a tout de suite quelqu'un qui parle. Et du coup, ça empêche les gens d'ancrer, de mémoriser, d'ancrer vraiment l'expérience. Et en général, c'est là où j'ai des mots comme espoir, mise en mouvement, etc. Et forcément, ça a un effet sur moi parce que quand j'ai ce type de feedback, ça me donne forcément envie de retourner. Et du coup, c'est aussi une manière pour moi de m'assurer l'effet que j'ai eu sur les participants et donc potentiellement, est-ce que je vais cultiver grâce à mes ateliers un bouche-oreille positif ou négatif. Et donc, après ça, je leur parle du mail post-atelier, etc. Et du coup, sur ça, voilà, à la fin de ça, on est normalement au plus haut après avoir fait tout ça. Et donc, du coup, moi, en cadeau, là, avant de faire quelques minutes d'échange libre, vous pourrez retrouver les cadeaux avec ce QR code ou directement sur mon site internet. Moi, je vous ai mis à dispo mon déroulé 3 heures, donc en format Word modifiable, mon déroulé 2h30. Donc ça, c'est vraiment si, pour X ou Y raison, ça a vraiment été impossible. Là, je dis c'est vraiment en cas d'ultime recours, parce que c'est forcément moins impactant en 2h30. Et puis, j'ai mon PowerPoint que je vous ai montré là au fur et à mesure. C'est ma trame type.
Moi, mon objectif, c'est de toucher les êtres humains. Donc, généralement, je ne la modifie pas tant que ça. C'est vraiment marginalement. Parfois, j'y inclus le bilan carbone de l'entreprise, par exemple. Mais pour moi, ce que je vise, c'est les êtres humains. Et donc, j'essaie toujours d'itérer pour améliorer l'impact sur l'être humain, voilà, sans forcément rentrer dans d'autres considérations très techniques. Et donc, avant je vous propose de partager dans le chat, en un mot, voilà, votre état d'esprit à la fin de ce webinaire avant de faire un partage libre. Comme ça, moi, c'est mon feedback à moi pour nourrir ou pas ma motivation, mais en tout cas, voilà, pour savoir. Là, je ne vous ai pas posé de questions depuis longtemps, donc. Super, merci. Je regarderai un petit peu tous ces feedbacks après, comme il nous reste plus beaucoup de temps. Et voilà, et toujours pareil, si vous souhaitez mieux appréhender la dimension psychologique, la dimension psychologique dans la transition, c'est vraiment l'enjeu de la fresque des nouveaux récits. Donc, n'hésitez pas. Donc, merci pour votre attention et je vous propose du coup maintenant de passer à un échange libre. Voilà. Vous pouvez, si vous le souhaitez, allumer votre caméra et pour faciliter, vous pouvez lever la main avec la réaction dans Mural et comme ça, je vous donnerai la parole. Je ne sais pas du tout si la vidéo va se couper à 20h parce que c'est le Zoom de l'asso. Donc, ça, je n'ai pas de visibilité. Donc, n'hésitez pas si vous avez… Alors, Lorenzo, je te donne la parole. Benoît, salut. Je me suis déjà exprimé à différents endroits, de différentes façons dans le chat. On s'est déjà croisés, hein, je ne sais pas si tu te souviens. Je pense que ton approche, je l'ai dit, hein, ça mériterait d'être rendu viral, mais de l'ouvrir aussi à d'autres espaces. Là, j'imagine que tu as mis beaucoup l'attention sur la démarche autour de la fresque du climat. Je pense que ta démarche mérite de s'ouvrir à d'autres approches et à l'occasion, très volontiers, on en rediscute. Comme je le faisais remarquer peut-être à un moment ou un autre, je ne sais plus si je l'ai écrit, en tout cas, je t'avais contacté à ce sujet-là, c'est qu'il y a un appel à commun là, qui est lancé par l'ADEME, et comme ça a une volonté, une dimension systémique, je pense que toute ta démarche est complètement pertinente par rapport à ce que tu proposes. Merci vraiment, hein, sincèrement. Et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup, Lorenzo. Et peut-être que je peux préciser, effectivement, l'épisode 2, j'ai essayé de généraliser à tous les ateliers de sensibilisation type fresque. 2 tonnes aussi, ça passe avec cette idée de viralité. Donc, voilà, Lorenzo aussi, si tu voudras aller regarder. Mais je te rejoins. Pour moi, c'est des choses transposables. Mais voilà, là, c'était l'idée, c'est que j'avais fait un premier webinaire à destination de tout le monde. Et là, c'était plutôt pour la communauté de fresqueurs et de fresqueuses. C'était ça un peu l'intention. Mais effectivement, si ça peut bénéficier au plus grand nombre, c'est top. Merci Lorenzo. Céline, est-ce que tu veux prendre la parole? Oui, bonjour Benoît, bonjour tout le monde. Moi, j'ai une question pour toi. Donc, je suis fresqueuse des nouveaux récits également. Et en fait, j'ai été, comment dire, je suis un poil étonnée dans ton débrief et même dans ton voyage d'après, de ne pas ouvrir justement sur l'imaginaire, je m'attendais à quelque chose comme ça, en fait. Et donc, je voulais un peu savoir, parce que j'imagine que tu as forcément réfléchi, un petit peu pourquoi tu n'étais pas forcément dans cette dynamique-là. Enfin, voilà, avoir ton avis un petit peu sur ce que les… Enfin, oui, c'est compris, je pense. Merci beaucoup pour ta question, Céline. En fait, là, vraiment, j'avoue, j'ai fait quand même un gros focus sur plutôt mes animes en entreprise. Quand je fais des grands publics et j'ai des petits groupes, comment je le fais maintenant? Je ne fais plus les post-it. Ouais. Ce que je propose aux gens, c'est de se projeter en 2030 ou en 2025, ça va dépendre de l'âge de mes participants et participantes. Et je leur dis, là, l'idée, ça va être d'imaginer votre journée. En gros, je leur dis, l'objectif maintenant, c'est d'inventer des modes de vie désirables qui permettent la vie. S'ils ne sont pas désirables, il n'y aura pas de contagion sociale, qui permettent la vie, c'est-à-dire qu'ils doivent être universalisables. Donc, c'est cette idée d'économie du donut. Plancher social, plafond environnemental. Et je leur dis, projetez-vous en telle année, imaginez une journée idéale qui respecte du coup ce cahier des charges. Et donc, entre guillemets, et du coup, je leur donne, par exemple, c'est quoi votre lieu de vie, c'est quoi votre rythme de travail, c'est quoi plein de dimensions. Du coup, ils se projettent. Et après, sur la fin,
je leur dis maintenant, réfléchissez au plus petit pas qui va vous emmener vers ça. Et après, en fonction du temps, je propose soit de partager leur journée type, comme ça chacun s'inspire, parce que je sais que pareil, pour notre cerveau, fermer les yeux et penser à une plage ou être effectivement sur une plage, c'est quasiment la même chose. Donc si on a fait se projeter les gens, pour leur cerveau, c'est quasiment comme si c'était déjà le cas en fait. Et donc du coup, ça maximise les chances effectivement que ça advienne vraiment. Donc je te Et toi, rejoins. tu le fais pas trop Et en après, il y a entreprise. là, les fresques du climat en entreprise. Pardon. Tu le fais pas en entreprise du tout, en fait. Il n'y a Ah, pas de réceptivité, quoi. pour l'instant, en fait, je le fais avec la fresque des nouveaux récits, mais j'y vais étape par étape. C'est-à-dire que là, moi, je fais des fresques du climat avec des personnes qui veulent tout faire pour ne pas s'exposer à ces sujets. Donc, si je commence à leur faire des… Après, c'est moi aujourd'hui. Peut-être que dans quelques temps, je l'intégrerai. Mais tu verras mon déroulé timé. Voilà, c'est aussi, il faut du temps pour faire ça. Là, typiquement, ce que je disais en les projetant pour le grand public, je le fais souvent, par exemple, voilà, pour le grand public, mais c'est quand j'ai des plus petits groupes on a plus de temps parce que ça prend plus de temps. Donc là, en entreprise, c'est hyper timé, donc je n'ai pas trop la possibilité. Mais je sais qu'il y en a d'autres qui le font et ça marche bien. Moi, c'est juste que c'est ma manière d'évoluer jusqu'à aujourd'hui. Je garde la deuxième brique fraise des nouveaux récits pour après. D'accord. Ok. Merci, Benoît. Merci pour ta question, en tout cas, Céline. Marie? Oui, merci beaucoup pour cette présentation, Benoît. C'était super intéressant. Rapidement, j'allais te dire comment tu fais rentrer tout ça en 3 heures. Mais j'avais dit, on peut toujours faire tout rentrer en 3 heures. C'est plutôt, est-ce que ça ressemble pas à toi qui parles trop et eux qui parlent moins? Parce que ça peut donner cette impression, nous, quand on fait forcément cette fresque conférence. Donc, est-ce que ça quand même génère des échanges ou est-ce que finalement, tu prends un peu plus de place dans la parole pour mieux les guider? Je sais pas comment tu… C'est une très bonne question, mais tu verras un petit peu, c'est-à-dire qu'en regardant le déroulé timé, tu verras que finalement, il y a énormément de moments où moi, je ne parle pas du tout et c'est complètement eux qui sont actrices et acteurs. Tu vois, par exemple, le débat mouvant, moi, je fais que distribuer la parole. En fait, il y a plein de moments dans le voyage du monde d'après. Moi, je suis absolument pas acteur. C'est-à-dire, globalement, les post-it, ça dépend de durer 2h30 ou 3 heures. Mais de mémoire, je laisse 20 ou 25 minutes. C'est pareil, ils sont en train d'échanger entre eux. Enfin, tu vois, il y a plein de moments, j'ai juste un rôle de facilitateur. Mais là, effectivement, vu la durée de la fresque conf, ça me tenait à cœur de vous exposer ces éléments d'intention au début. Et du coup, ça me laissait beaucoup moins de temps d'interaction pour vous poser des questions sur mon… Mais tu verras, je pense qu'en regardant le déroulé timé que j'ai mis en ligne, tu verras que, en tout cas, c'est jamais un truc qui soit remonté. C'est-à-dire, c'est plutôt, voilà. C'est pas Et ça, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est comme pour moi pour les cartes. Quand on dit il ne faut pas toucher les cartes, pour moi, en fait, une règle, il faut comprendre. C'est la philosophie de la règle. C'est pourquoi elle existe. Et moi, je suis convaincu que si Cédric a mis cette règle-là au début, c'est qu'il avait qu'une peur, c'était que les gens en fait fassent tout et qu'en fait, il n'y ait plus ce côté acteur. Mais à un moment donné, si à un moment donné, je sais pas, il y a un aléa, on a pris beaucoup de retard, pour moi, il y a des cas, ça peut se justifier d'aller toucher les cartes. Et bien là, c'est un peu pareil. Il y a des cas où ça peut se justifier que l'anime parle un peu plus, mais c'est toujours s'interroger sur son intention. Est-ce que c'est pour moi en créer les connaissances? Est-ce que c'est pour moi me mettre en avant? Ou est-ce que c'est au service de l'impact de mon atelier? C'est pour ça que je parle tout le temps de boussole, d'intention. C'est une manière aussi de se protéger vis-à-vis de soi-même. Merci. Avec joie, Marie. Quentin? Yes. Moi, c'est une question sur une slide que tu avais dit. Tu avais opposé conflit et j'ai oublié. Coopération et Et compétition. coopération. Et typiquement, c'est souvent quelque chose, je pense que j'ai du mal à faire quand je suis face à un climato-sceptique. Est-ce que tu as quelques clés pour éviter de tomber dans le conflit? Ouais, est-ce que là, par exemple, tu aurais un exemple de cas qui t'a activé? Enfin, quand je dis activé, où vraiment tu t'as senti que c'était compliqué pour toi de gérer? En fait, c'est pas forcément compliqué de gérer parce que en fait, je rentre très vite dans le débat et tu vois, dans l'étalement de connaissances. Et en fait, tu l'as dit et je me suis très bien reconnu là-dedans. Et donc, tu vois, quand quelqu'un me dit, moi, j'y crois pas ou c'est pas sûr, naturellement, j'ai envie de lui dire, le GIEC, c'est coopération scientifique, des gens qui sont d'accord et tout ça. Mais est-ce qu'il y a une autre manière de questionner la personne enfin, comment est-ce que toi, tu le fais? Ouais, écoute, c'est assez variable et c'est vrai que là, c'est beaucoup aussi de l'intuition. L'intuition, c'est de l'expérience fossilisée. Donc, tu vois, il y a des cas, par exemple, là, j'en avais fait une pour un gestionnaire d'actifs où il y avait quelqu'un qui disait oui, il y a des personnes qui expliquent qu'en fait, il y a des cycles
en fait, c'était lui. Enfin, en tout cas, moi, à mon sens, c'était une manière pour lui de ne pas dire qu'il était sceptique. Là, du coup, j'ai dit, vous verrez, dans le lot 3, on pourra revenir. Enfin, et en fait, dans le lot 3, grâce à la carte force relative, j'ai pu évoquer nanana. Donc, en fait, j'essaie toujours d'arbitrer, est-ce que finalement, ça peut être même utile à tout le groupe ou pas? C'est-à-dire que c'est cette fameuse loi de Brandolini, où, en fait, potentiellement, lui, s'il ne croit pas à ça, c'est pour une question psychologique beaucoup plus que pour une question rationnelle. C'est que potentiellement, il est en conflit d'intérêts, potentiellement, il n'a que des amis qui sont climato-sceptiques. Donc, c'est soit il perd sa croyance que le dérèglement climatique n'existe pas, ou en tout cas n'est pas d'origine humaine, et il perd ses amis, ou il garde sa croyance, il garde ses amis. Donc, on voit bien que si ce n'est pas une question vitale, a priori, on va garder… Enfin, bref, et c'est pour ça qu'il change à la fin aussi. Enfin, bref, c'est une des multiples explications de pourquoi les réfractaires sont les réfractaires sur un sujet. Et donc, moi, je vais essayer d'arbitrer en temps réel. Est-ce que sur le sujet remonté par le climato-sceptique, la personne climato-sceptique, ou en tout cas que je soupçonne être climato-sceptique, est-ce que j'ai plus à perdre qu'à gagner? Tu vois? Et donc, pour moi, c'est vraiment au cas par cas. Mais effectivement, en tout cas, mon objectif, tu vois, par exemple, si quelqu'un, au moment de la présentation du GIEC, quelqu'un dit, mais le GIEC, c'est n'importe quoi, j'ai lu un livre qui me dit… Je lui dis, ce que je te propose, c'est que là, juste pendant les 3 prochaines heures, tu partes du postulat que le GIEC, c'est OK. Sans ça, en fait, si tu penses que c'est pas OK, de toute façon, en fait, ça ne sert absolument à rien de… Donc, tu vois, je lui fais une proposition en exposant que globalement, il y a 2 chemins qui s'offrent à nous. Il y en a un qui ne mène nulle part, il y en a un autre où, en fait, potentiellement, il va passer un meilleur moment, entre guillemets. Mais C'est voilà, pas mal parce que naturellement, moi, j'aurais envie de lui rentrer dans le chou en lui disant, mais si, le GIEC, c'est vrai pour ça et il déroulait tout, quoi. Mais le problème, c'est qu'après ça, il va te dire autre chose. Et c'est ça le Ouais. problème, c'est que derrière, comme c'est des questions psychologiques, et le problème, c'est qu'il y a une asymétrie. C'est que toi, tu vas passer énormément de temps et lui, il va pas du tout se fatiguer. Et après, toi, tu as prévu un déroulé avec… Moi, chaque seconde, chaque minute de mon atelier, il a une raison d'être. Donc, en fait, si je suis en train de le parasiter avec un truc comme ça, c'est le reste qui va en prendre. Très clair. Merci. Avec joie. Écoutez, il est 20h03, sauf si quelqu'un a une autre question. Je vais vous libérer, parce que je sais qu'en plus, 1h30, il est 20h. Je ne vais pas prendre trop de votre temps. Ok, écoutez, merci pour tout ça, pour vos questions, pour votre attention, et puis au plaisir de se recroiser pour une fresque ou autre. Merci Merci à beaucoup. toi. Bonne soirée. Bye bye. Ciao. Merci.